Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir non pas un invité mais bien deux, Anthony et David, les cofondateurs de Benzine, la plateforme d'enchères en ligne de véhicules d'intérêt. Ils nous racontent tous deux leur enfance respective et la place que l'automobile y occupait. À travers cet épisode, ils nous expliquent aussi en quoi cette passion est une maladie qui s'aggrave avec le temps. Je pense qu'on peut le dire, ce sont de vrais mordus à l'image de la collection automobile hallucinante d'Anthony. Ils nous content par ailleurs leurs diverses expériences d'achat et leurs jeux comme le Value for Cars ou le Terrace Factor qui en disent long sur l'éclectisme de leur passion. Je ne vous en dis pas plus sur ce qui se cache derrière ces jeux au risque de vous spoiler. Bien entendu, cet épisode est aussi l'occasion de retracer le parcours de deux entrepreneurs qui ont réussi à fédérer une communauté et créer un nouveau parcours d'achat automobile 100% digital. Il est garanti que vous esquissiez à minima un sourire durant cet épisode certes long, mais croyez-moi, loin d'être ennuyeux. Ah oui, j'allais oublier, vous aurez aussi le récit de la rencontre avec leurs acolytes de fond vert, pour ceux qui ont la référence, les bien nommés compères de Villebrequin, Pierre et Sylvain. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles David et Anthony font allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut les gars. Salut Yann. Je suis ravi de vous accueillir dans La Boîte à Gants. En fait, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier de m'accueillir dans vos bureaux, dans vos beaux bureaux et dans votre garage Benzine. C'est vrai qu'on a des bureaux de qualité au-dessus d'un garage auto. Ouais. Je pense qu'on peut enlever beau, mais fonctionnel en tout cas, et on en est assez fiers. On les a sortis nous-mêmes de terre. C'est vrai que les gens voient pas, mais on est dans une salle remplie de cartons, d'archives avec des pièces de bagnole un peu partout. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu en deux mots pour les gens qui vous connaissent pas ? Vas-y David. Bah écoute, David Sylvestre, nom de famille, donc cofondateur de Benzine avec Anthony qui va se présenter juste après moi. Et que dire d'intéressant sur moi, j'ai 3 chats, voilà. C'est quoi les noms de tes chats ? Bill, Rookie et Betty, voilà. On les embrasse très fort s'ils écoutent ce podcast. Oui, c'est possible qu'ils écoutent d'ailleurs. T'es présenté comme une mamie de 90 ans. C'est exactement ça, non mais c'est la pression, j'ai le stress. Écoute, moi c'est Anthony, je suis aussi cofondateur de Benzine. Et moi j'ai pas de chat, mais j'ai pas mal de bagnoles. Donc qui me prennent tout autant de temps, voire plus. On en reparlera par la suite, ouais. Voilà, donc nous on a la trentaine passée. Moi j'ai déjà 32. David, tu les as pas encore, toi, je crois. Ouais, toi t'es un bébé. T'as la maturité de 6 mois, je crois, de différence. C'est la différence entre les chats et les voitures, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Dans 6 mois, je le rattrape en voiture. Donc voilà, on est deux à avoir fondé Benzine dans ces jolies aventures. On va y revenir un peu par la suite sur Benzine. Est-ce que, parce que vous êtes avant tout des passionnés automobiles, pas que de chats, ouais. D'où elle vient pour vous cette passion ? Parce que j'imagine qu'elle a une construction qui est personnelle, même s'il doit y avoir des points communs aussi. Bah clairement, alors te dire de quand ça remonte, j'en sais vraiment rien. Comment c'est venu, que je sais pas. Certainement, on est tous un peu influencés par ses parents. Moi, c'est mon père qui a toujours aussi aimé les bagnoles. Il a jamais eu de voiture chiante. Il a eu une petite R5 à la Alpine. Ensuite, il a eu une Ford XR4. Bon, j'étais trop jeune, j'ai pas connu. Mais celle dont je me souviens surtout, c'était il avait une 535 E34. Et ça, c'était vraiment une super bagnole. D'ailleurs, je regrette tellement qu'il l'ait vendue. Elle est tellement belle. Mais ouais, il a toujours aimé ça, donc ça s'est un peu transmis à moi. Et en vrai, ça a dégénéré quand j'ai eu mon permis, parce que j'ai commencé avec une Mazda RX-8, donc la pire voiture pour commencer. La pire idée qui moteur soit. Rotatif pour les gens. Moteur rotatif, donc une conso gargantuesque, une fiabilité triste. Enfin bref, c'était. Mais une gueule, par contre. Mais une gueule, voilà, elle était vraiment super attachante. Bon bref, j'ai commencé avec ça, et après, voilà, bon, on reviendra sur mon parcours automobile, mais voilà, en vrai, c'est venu comme ça s'est aggravé. Et c'est une maladie, hein, on peut le dire. Ouais, c'est clairement une maladie. Ah non, c'est clairement des problèmes. Je recommande à tout le monde de s'intéresser au tricot à la place. C'est bien moins cher et ça prend bien moins de place parce que c'est trop cool l'automobile, mais ça pose des problèmes et c'est génial. On rencontre plein de gens, mais
Je te laisse continuer. Ah, mais écoute, voilà, moi, j'attendais de savoir d'où t'es venu cette passion, David. Eh ben écoute, moi en fait je pense qu'on a à peu près tous la même histoire hein, non, ça vient toujours tout petit. Mais moi mon père il était chauffeur de taxi. Donc niveau voiture intéressante, c'est pas ouf, ouais. C'était pas ouf, on va pas se le dire. Toujours mazout, toujours berline. Moi j'ai grandi à l'arrière d'une Peugeot 605. Donc c'était un peu la voiture professionnelle, etc. Donc un peu un rescapé finalement. Ouais, hein, quelque part, je sais pas d'où est venue vraiment la passion pour les voitures dites intéressantes. Et je me souviens juste que mon père, quand il avait la flemme de s'occuper de moi, il me lâchait tous ses Auto Plus au sol et je faisais des découpages quand j'étais tout petit de toutes les voitures qui existaient. Et puis je le regardais flemmarder sur le canapé à regarder Turbo. Donc j'ai grandi avec Dominique Chapat. Quand Turbo était encore intéressant. Désolé Dominique, si t'entends ça un jour, c'est pas intéressant Turbo aujourd'hui. Donc ouais, j'ai grandi en regardant des reportages auto avec mon père, etc. Et puis après, je pense que j'ai surtout beaucoup été influencé par les jeux vidéo et Gran Turismo, etc. Ouais, Forza. C'est vrai. Forza, Test Drive Unlimited. Je crois que ça m'a élargi la culture auto de ouf. J'ai appris pas mal de modèles. Je me suis intéressé à des marques que j'aurais pas connues autrement parce qu'elles ont été featurées dans des jeux vidéo. Et je pense que c'est l'histoire de plein de marques hein. La Skyline, je pense qu'on jamais on en aurait entendu parler si elle était pas sortie de Gran Turismo et qu'elle éclatait tout, et plein d'autres voitures quoi. C'est clair parce que tu les vois pas dans la rue. Ouais, tu les vois pas dans la rue. Donc moi les jeux vidéo, je pense je suis un gros joueur et notamment de jeux de voiture et donc je pense que ça vient de là principalement. Donc là en fait on a couvert à peu près votre enfance et votre adolescence. Mais ça vous a jamais quitté la passion de l'auto, ni l'un ni l'autre. Il y a jamais un moment où, parce que c'est assez classique aussi ça, quand on commence à sortir, etc. On se dit bon, on met un peu de l'auto de côté. Est-ce que ça a été votre cas ou ça a toujours été constant? Moi, je pense que j'aimais vraiment l'auto et c'est quand j'ai acheté ma première voiture, BMW Z3 Coupé. Et pas mal pour débuter quand même. Pour débuter, c'était à la fois la plus grosse connerie que j'ai faite parce qu'à 20 ans, c'était pas le meilleur plan, la meilleure décision financière et etc. Et à la fois le truc le plus cool que j'ai fait. Je pense que quelque part Benzine n'existerait pas si je n'avais pas acheté ça parce que j'aimais bien la voiture, mais pas au point d'y attribuer tout mon budget et tout mon temps. Et il se trouve que le Z3 c'est une voiture qui demande un peu c'est pas la voiture la plus complexe du monde, c'est pas une RX-8 hein, je suis pas con à ce point. Non mais je comprends. Je note. Mais c'était une voiture et j'ai pas spécialement de compétences mécaniques et je me suis rendu compte, je me suis retrouvé à devoir faire des trucs parce que j'avais pas le budget pour suivre, que je pouvais pas l'emmener chez Garage. Je me suis retrouvé à faire à suivre des tutos, à lire des trucs que j'aurais jamais fait si j'avais pas acheté une voiture de cette catégorie. Puis après une fois qu'on met le doigt dedans, et puis je précise que David n'est toujours pas bon bricoleur hein. Ça, c'est plutôt toi Anthony le mécanicien. C'est lui le bricoleur, mais en fait c'est simple, c'est que je suis pas un si mauvais bricoleur que ça. C'est juste que quand on me met à côté d'Anthony, franchement je passe pour un singe avec en plus il y a la pression qui se rajoute parce que je le regarde. C'est exactement ça. D'ailleurs on a une idée de show, dites-nous si ça vous intéresse un jour. Ça s'appelle Anthony est très bon bricoleur et le show s'appellerait regardez David travailler à peu près. Ça veut dire que ça serait un peu un show, c'est que tu regardes un mec qui se débrouille mais pas ouf et tu le vois faire des trucs insensés et toi en tant que personne adaptée apte à faire de la mécanique, tu jugerais un mec qui fait des trucs pas ouf. Donc à mon avis ça peut être mi-énervant, mi-intéressant, donc n'hésitez pas à fonder le projet. Moi ça m'intéresserait, je regarderais parce que je suis passionné de te regarder. Si tu veux on peut faire un feat, mais moi ça serait ne se démerde pas du tout. ça pourrait être pas mal. Ouais clairement, franchement. Je pense qu'il y a plein de concepts à faire, mais je sais plus ce qu'on disait. Du coup sur la passion auto, ça m'a pas quitté, comme Anthony l'a dit bien, on met le doigt dedans et après on est coincé et c'est cool quoi. Après moi ça m'a toujours intéressé, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je pense que ça dépend du temps que t'as à dispo. Ça prend tellement de temps l'automobile que quand t'en as moins, forcément tu t'y intéresses moins. Moi je sais que j'ai pas mal travaillé dans des bureaux avant de lancer Benzine. J'ai été consultant en management dans la finance, donc ça me prenait pas mal de temps. J'ai pas forcément à consacrer aux autos et c'est cette période là où je m'étais un peu moins intéressé aux bagnoles. Donc j'en avais que deux. T'avais combien de voitures à l'époque? Je crois que j'en avais qu'une, hein.
Bon, j'avais une ou deux. Non, t'en avais peut-être- alors, il faut savoir, attention, disclaimer, quand Anthony dit qu'il a pas beaucoup de voitures, ça compte peut-être l'ensemble de votre parking en comptant vos parents. Donc, ouais, non, je pense Bon, qu'à bah, l'époque, J'avais 2 voitures, je pense. ouais, t'avais 2 ou 3 Ouais. voitures. T'avais la Fulvia, le Z4M et peut-être un autre truc. On reviendra sur toute Ouais, ta ouais, liste parce que après, c'est vrai qu'elle est longue comme le bras. Mais Ouais. est-ce que c'est pas aussi lié, alors tu me dis si je me trompe, mais au fait que dans ta famille, il y a aussi des gens qui vivent de l'automobile? Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu ça parce que mon père a un garage automobile depuis maintenant, ça fait quoi, presque 20 ans. D'ailleurs, ce même garage où on tourne Actuellement, le podcast. actuellement le podcast. Et donc oui, c'est sûr que ça a joué. Après, mon père n'a pas toujours eu un garage automobile, Ok. donc, et la passion était là déjà avant. Donc Et si tu dis que ça remonte à 20 ans, au final, c'était ton enfance. oui, c'est ça. Donc, Donc, t'as toujours été dedans, toi. c'est vrai que je suis quand même déjà un peu vieux, hein, 32 ans. Tu vois, Ouais, j'avais donc, jusque-là, mais. mais non, ouais, c'est clair que ça a joué. Ça m'a permis aussi d'entamer des projets de bagnole que j'aurais pas pu si j'avais pas cette place et cette opportunité, ce garage à dispo pour bricoler. Ça a permis aussi pas mal de choses. Mais tu disais donc tu as été conseil en finance. Est-ce que on viendra après sur ton cas, David. Est-ce que c'est pas aussi justement le souhait de s'écarter du milieu automobile? C'est-à-dire ton père travaillait dedans, tu pars sur un autre milieu, c'est quoi ton Non, raisonnement pas à ce moment? vraiment. Je voulais juste gagner beaucoup d'argent très vite et Ah, ça, c'est bien. pour arrêter très tôt et après jouer avec des bagnoles. Sauf que voilà, c'est pas déroulé comme ça. Comme Non. pour beaucoup, hein. Et je m'en suis lassé plus tôt que prévu. Et en vrai, non, c'était ça, c'était pas une passion du tout, c'était pas une volonté de m'écarter de la passion du tout. Au contraire, mais même si je sais que après travailler dans sa passion, c'est un peu dangereux, tu risques de t'en dégoûter un peu. Mhm. Mais pour l'instant, ça va, on s'en sort bien. Ouais, ça va, on s'en sort. Mais c'est vrai moi je trouve qu'on est moins émerveillé qu'avant sur. Tu vois, avant par exemple, on allait plus souvent sur les rassemblements, etc. Maintenant, je pense que pour nous faire lever un sourcil sur certaines voitures, tu vois, on est plus mauvais public qu'avant, tu vois. Ceci dit, pour avoir parlé un peu avec vous en off avant de tourner cet épisode, ça sent que vous êtes encore animé par la flamme. Hein. Oui, évidemment, oui. mais franchement, c'est une maladie. Hein. Ouais. c'est très Mais grave. Hein. c'est vrai que ouais, quand aujourd'hui, comme on a tous les jours la tête dans les bagnoles, c'est vrai ils nous en font un peu plus pour. Peut-être moins le temps aussi d'aller en rasso, quoi. Aussi, ouais, c'est vrai que quand t'as bossé dans la voiture toute la semaine, t'as pas envie le week-end de te retaper un rassemblement ou quelque chose, tu vois. Sauf si c'est un truc fun, parce qu'on a des potes qui le font. Et ouais, en fait, faut que c'est quelque chose de plus à nous offrir que juste un rassemblement, tu vois. Ouais. En fait, je pense que les bagnoles après passent au second plan, t'as juste envie de rencontrer tu vois, des gens, quoi. Donc, ça, on y reviendra, mais c'est vrai que l'automobile, c'est un formidable vecteur pour faire des rencontres, comme maintenant. Hein. Ouais, c'est un prétexte. Ça. Ouais. Je dirais pas le podcast, on serait sûrement jamais vu. Donc, c'est vrai. Donc, ouais, c'est dingue. Et donc, toi, ton début de carrière, comment ça se passe? Bah écoute, moi mon début de carrière, je le qualifierais de chaotique. Toute ma vie, je le qualifierais de chaotique en vrai. Je pense que à chaque fois que je passais un entretien d'embauche, j'avais une question. Le mec il relisait tout mon CV et rien ne va ensemble, mais j'arrivais toujours à me faire recruter. C'était ça en vrai. Bon, pour aller très vite au niveau études, j'ai une licence en langue. Après, je me suis rendu compte que le chômage, c'est pas ouf. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais de ces langues? Donc, je dis, tout le monde fait une école de commerce, je vais faire une école de commerce. On salue tous les étudiants en langue. Mais en vrai, il faut savoir quoi en faire. Hein. C'est clair. très bien comme licence. Hein, mais, Ouais, il faut avoir un vrai projet derrière. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, comme je dis, je voyais tout le monde faire des écoles de commerce pour devenir riche. Donc, je me suis lancé dans une école de commerce pour devenir riche. Et ça n'a pas fonctionné. Mais en même temps, quand tout le monde a le même but, il y a un moment, il y a forcément des élus et... Voilà, non, mais parce que tout simplement, voilà, non, moi, si je me suis rendu compte que je voyais, je crois que c'était peut-être pas encore sorti à l'époque, mais je pense qu'on avait tous une image incroyable des écoles de commerce, loup de Wall Street, qu'on va tous être des loups de Wall Street. Et qu'on va faire du lancer de nains, rien contre les nains, je suis fan de Fort Boyard. Surtout que là c'est l'ancien juriste qui parle, mais c'est interdit depuis 95. D'accord, très bien. Alors annuler tous les concours de nains. Mais ça existe encore, mais bon, bref. Et donc oui. Et ouais, donc voilà, après surtout que moi j'ai fait un truc en market, et après je me suis rendu compte que dans ma vie, ce que je savais mieux faire, c'était raconter des conneries.
Et donc j'ai fait tout mon parcours en racontant des blagues. Tu vois, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je raconte des blagues. Donc principalement dans la communication. Donc j'ai bossé. Quand je dis bossé, j'ai fait des stages, hein, mais bon, j'ai C'est fait. du travail, ça compte. Ouais, ça compte. Ouais, Ouais, ça compte. j'ai fait des stages. Donc j'ai bossé chez Nissan Europe où j'étais en événementiel. Mhm. Où je peux le dire maintenant, j'étais un très mauvais stagiaire. Donc j'étais nul à chier, mais j'ai appris plein de choses. Et j'ai vu comment ça fonctionnait parce que j'avais jamais bossé dans un bureau avant. Avant, je faisais du retail, je travaillais chez Apple. Ok. Donc avec une licence en langue, quand ils m'ont recruté au service technique d'Apple, tu vois. Donc quand je dis que mon parcours est absolument chaotique, j'avais juste une licence pas terminée en langue et je bossais au service technique Apple et où j'ai rencontré plein de gens. Et après j'ai bossé chez Volkswagen où j'ai fait encore un stage où j'ai fait le job le plus chiant de tous les temps, qui consiste à s'occuper principalement des mentions légales. Vous savez, les trucs que personne ne lit, qui diffusent très vite en bas, mais qui peuvent vite vous apporter des problèmes si elles sont pas justes. Donc un crédit vous engage au capacité de remboursement. Mais en fait, est-ce que, même si effectivement cette job te passionnait pas, ou en tout cas Mais j'ai toujours cherché à le faire dans des milieux qui me plaisaient en fait. C'est ça, donc C'est déjà le exactement milieu ça. automobile était déjà là. Donc, C'est ça. Tu vois, j'adore la techno, comme je disais, j'adore les jeux vidéo plein, donc j'ai cherché chez Apple. Et chaque fois, je cherchais dans des milieux qui me plaisaient. Et j'adorais la bagnole, je me dis bon, je vais faire mon premier pas dans la bagnole, chercher un stage dans la bagnole, j'étais chez Nissan. Là, par contre, c'était vraiment cool comme expérience. Et chez Volkswagen, bah, c'était nul parce que c'est pas la marque qui est nulle ou quoi que ce soit, ou les gens avec qui je travaillais, c'était juste le job qui me plaisait pas. Mais j'ai toujours cherché à bosser dans les. En fait, c'est simple, c'est de manière, si tu veux survivre dans un job, bah, il faut juste aimer en tout cas faut aimer se lever le matin, quoi. Donc c'est clair. déjà que j'aime pas me lever le matin, alors si en plus Je plaide coupable. si en plus il faut se lever dans faire un truc qu'on aime pas, non, tu dois pas arriver la boule au ventre au travail sur un truc que t'as pas envie de faire. Pourtant, Donc on l'a tous vécu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc si vous levez avec la boule au ventre, changez de taf, quoi. Faites, Changer de vie, ouais, clairement. changez de vie. Faut pas la merde dans les foyers, toi. Non, Aller mais... au boulot, c'est déjà bien. Ouais, non, j'avoue. Après, Non, mais, après réfléchissez avant de vous engager. Bah, on en parlera, mais c'est Ouais. vrai que Le début était c'est pas difficile. toujours joli. Ouais. Mais non, c'est bien, on va revenir sur ça, sur Ouais. la démystification un peu de C'est l'entrepreneuriat, ça. parce que il y a ce qu'on voit et il y a la réalité. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision qui est complètement édulcorée de la chose. Juste, là, on a parlé de David, on a parlé d'Anthony. Mais est-ce qu'on peut parler de vous deux, votre rencontre? Depuis combien de temps vous vous connaissez? Bah écoute, David en a une meilleure mémoire que moi. Ouais, parce que Anthony, c'est le pire des potes. Il se souvient même pas qu'on était en 6e ensemble. On était dans la même classe. Mais on était dans la même classe, mec. Oh putain. Mais oui, attends, j'ai une photo qui le prouve. Et franchement, t'as un survêt Nike, il est d'une qualité. Franchement, il est tellement, Ouais, il non. est so nice. Enfin, Dans la période du collège, c'est une période à oublier Ah non, pour on est- moi. Ouais, c'est une période sombre pour tout le Ah, monde. on était Ouais, si je beau, pense que c'est pour ça que je me souviens pas, c'est que j'ai fait un tri naturel dans mon cerveau. Ah mais Et, non mais cette- ouais, cette on période a a disparu. tous des dégaines incroyables, on est tous en survêt de taquini, Ouais. et on tombait pas les filles à l'aise comme à Manille. Bah, déjà, le survêt de Taquini, c'est pas mal. Hein. Moi, à l'époque, j'étais pas à ce niveau-là. Hein. Non mais c'est parce que là ça revient le survêt de taquini, je sais pas si tu remarques, on revient au début des années C'est 2000. clair. Ouais, là C'est des cycles, franchement, ouais, c'est des cycles. Là, quand tu regardes les photos, maintenant franchement si on les ressort les photos, on est presque stylé hein. Mais on a des dégaines exceptionnelles. Donc on était tous les deux en C'est vrai que 6e. moi, je me souviens, j'étais passionné des chaussures. Ah, mais Vraiment, le truc, c'était d'avoir les plus belles chaussures du je me collège. souviens ça. T'es déjà dans les sneakers, et- c'est tout? Ouais, avec ça, t'étais le roi. Hein, dès que t'avais C'est la clair. nouvelle paire de Nike. Mais je me Moi, souviens que t'étais le roi là, dans la cour de récré. J'étais le roi parce que j'étais le premier dans mon collège à avoir les Nike Shox. Tu sais, les. Ouais, j'en souviens avec les très très ressorts. bien. C'est les 4 ressorts à l'arrière. là. Exactement. J'en souviens très Et bien. j'étais le premier dans le collège à les avoir. Tout le monde t'arrêtait. Ouah, est-ce que ça rebondit alors? Comment ça marche et tout? Et j'étais le roi pendant un mois. T'es en train de dire que t'étais le mec stylé au collège et que David c'était Ah, le j'ai pas dit mec ça. moins stylé? J'ai dit que j'avais les baskets les plus stylés. Est-ce que moi j'étais stylé? J'en sais rien. Ça, Alors, je pense qu'on avait pas. tous les deux nos styles. On n'était pas du tout. En vrai, pour être tout à fait transparent, on se connaissait. On n'était pas super Ok, potes au ok. collège. En fait, on faisait partie d'une grande bande de potes hein, qui existe encore. Mhm. Principalement, ils sont vivants, je veux dire. Avec le travail fait que on se voit moins souvent qu'avant. Ouais. Et c'est que plus tard, on est devenus vraiment potes quand on s'est rendu compte qu'on était les deux seuls de la bande à s'intéresser à la bagnole. En fait, on a fait Ouais. ça chacun dans notre coin. C'est vrai que c'était un peu par dépit, quoi. Ouais. Genre, Exactement, ça fait genre, oh, bon, putain. je peux pas le blairer, mais il aime bien les bagnoles quand même. Donc, Allez, ça va faire un copain de bagnole. Quoi. Et ça, c'était en quelle année que vous vous êtes rendu compte que ça serait cool de Bah, partager le la passion? permis, je pense. Bah ouais, 2008, bah, ouais, dès qu'on a eu le permis. quand on a commencé à avoir les bagnoles, donc on était déjà. Ah oui, au donc lycée, c'est quoi. quand même bien après la 6ème quand même. Ah oui, bah, oui, c'est Non, ça. mais on se fréquentait. Non, mais on se fréquentait, on était dans le via la même bande de groupe. potes, mais, C'est ça, c'est que. Vous connaissiez vos prénoms quand même. Ouais, Oui, ouais, voilà, non, bien, c'est ça. non, bien sûr. Non, en vrai, on saluait de loin. Oh, non, voilà, on était potes, on rigolait ensemble, mais c'était, disons qu'on n'était pas nos préférés respectifs de la bande parce que, Ouais, je vois. parce qu'en fait, ouais, on avait
et en dehors de notre groupe de potes communs, on fréquentait pas les mêmes gens, les mêmes personnes et voilà. Après ça, c'est l'adolescence, hein, tu sais, on a tous nos théories, etc. Mais c'est vraiment la bagnole qui nous a réunis tous les deux. Et en vrai, le truc marrant, c'est pas genre on s'est dit ah tu vas acheter ça, etc. Je pense qu'on a fait quasiment chacun dans notre coin en même temps acheter un truc con. Ouais. Et après on fait ah ouais, stylé. Mais vous vous souvenez du déclic, du moment en fait où vous avez connecté grâce à l'automobile? Bonne question. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Vraiment, je me souviens à peine de ce que j'ai fait hier. Donc, David, si tu as en fait, moi, je remercie de mon côté addict aux réseaux sociaux, parce qu'on se disait pas mal de conneries sur les réseaux sociaux, et grâce aux souvenirs Facebook, j'ai des trucs qui remontent assez rigolos. Et puis, en fait, on parlait. Je vois quand je regarde nos souvenirs respectifs, je vois qu'on s'échangeait tout le temps des trucs de la bagnole. Donc, je pense que c'est dès qu'on a acheté nos bagnoles, on s'est mis à parler de bagnole tout le temps. C'est vrai que tu me demandais comment le moteur de ma X8 allait tous les jours. C'est ça, oui. Alors, ça marche toujours. Jusqu'ici, ça va. Et après, ce qui était très drôle, c'était que je me souviens. En fait, je crois que ouais. Non, maintenant, ce podcast me rafraîchit la mémoire. C'est gratuit ou c'est remboursé par la Sécu, ce podcast? C'est remboursé par la Sécu, ouais. Tout à fait. Parce que j'ai l'impression d'être chez le psychologue. Et je me souviens parce que je sais que pour convaincre, parce que je crois que ton père, il trouvait que le moteur rotatif c'était pas une très bonne idée, et je me souviens que t'avais fait. Il avait raison. Oui, c'est ça. Mais toi, je me souviens parfaitement que t'étais là à essayer de nous prouver par A plus B que c'était une super techno. Et ton père était là. C'est sûr, parce qu'en fait, en vrai, quelque part, en France. Et encore, on n'avait pas Internet comme on avait aujourd'hui, c'était quelque chose de nouveau, quoi. Et on n'avait pas de recul pour dire si c'était vraiment bien ou pas le rotatif. C'est vrai, elles avaient toutes moins de 100 000, donc c'est ça. Il n'y avait pas trop de il y avait problèmes, moins de 100 000 et il n'y avait aucune voiture rotative à part peut-être l'Citroën GS, mais c'était anecdotique, tu vois, et il n'y avait pas Internet pour nous documenter. Enfin, il y avait Internet. Mais Internet n'était pas aussi fourni, on avait du mal à connecter les informations pour avoir un avis objectif. Et donc, en quelque part, on avait zéro information sur rotatif. C'est vrai que c'était un... Anthony, est-ce que tu veux faire ta psychanalyse aussi et parler de ta RX8? Non, c'est bon, j'ai fait le deuil déjà. Ça va, je passe par toutes les phases avec cette putain de bagnole. C'est quoi les galères un peu marrantes que tu as pu avoir avec celle-là? S'il y en a eu des marrantes maintenant, je peux en rigoler, je pense. Mais... Alors, des marrantes, oui et non. Alors, c'est marrant aujourd'hui, mais sur le moment, c'était pas drôle. Non, c'est vrai que je l'ai acheté. Cette voiture, je l'avais achetée à très peu kilométrée. Elle avait 16 000 km. Ah ouais? Ouais, donc c'était il y a un moment en même temps déjà, hein, donc elle était pas si vieille. Donc 16 000 km, donc c'était très sympa, jusqu'au jour où à 22 000 km, le moteur lâche. Ah oui. Voilà, pour une raison absolument obscure. Hein, oui, non, parce que les gens qui connaissent pas Anthony, il est vraiment surprécautionné avec les voitures. C'est pas genre il faisait n'importe quoi avec. Ah non, c'était en surprécautionnant la bagnole. Exactement. Et voilà, du jour au lendemain, fou, sans prévenir, c'était des bouts de casserole dans le moteur. Et verdict moteur HS, quoi. Donc, et Mazda a rien pu faire? Enfin, t'as pas pu te retourner contre eux et tout? Alors, j'avais la chance d'être au sein du club RX8 France. Ok. Donc via les connexions du club et qui connaissaient le concessionnaire chez qui j'étais, etc. On a pu monter un petit dossier à Mazda France qui ont accordé en fait une prise en charge du changement moteur. Ok. Prise en charge partielle, en enlevant un peu la vétusté, mais globalement, j'ai pas payé grand-chose pour un changement de moteur. Donc c'est cool parce que je suis reparti avec un moteur neuf et je l'ai revendu quand il avait 22 000 km. Je sais pas, c'est une coïncidence peut-être, mais... Et t'as plus eu de problème après? Non, après plus aucun problème. Après qu'il l'ait vendu, ça allait être beaucoup mieux, clairement. À part la consommation. C'était quoi la conso, juste pour rigoler un petit coup? C'était impensable. C'était, j'ai jamais fait moins de 16 litres avec cette voiture. Non, mais parce qu'en fait, c'est une conso à l'heure. C'est ça. C'est comme les jet skis, tu vois. C'est une conso à l'heure. Ou les bateaux, c'est ça. C'est l'équivalent de ta Viper. Non, ta Viper, c'est peut-être un peu plus quand même. Mais bon, bref, c'est pas du tout la même chose. Alors, mais non, c'était gargantuesque. Vraiment, c'était en moyenne 18-20. Et vraiment, quand j'y allais être mollo, c'était 16, quoi. C'est hallucinant. C'était incroyable. Bon, après, l'essence était un peu moins cher à l'époque. Mais quand même. On prie pour toutes les âmes écologiques qui sont derrière ce podcast, qui écoutent ce podcast. Ils sont au 0.5. On est vraiment désolé. Donc vous avez tous les deux vos expériences, chacun de votre côté. Vous matchez sur la passion auto, donc là vous devenez super potes si j'ai bien compris. Comment ça se passe à quel moment vous dites ok, on va lancer un projet ensemble sur l'auto?
Et ben pareil, je sais pas trop comment c'est venu. En tout cas, je pense que c'est un concours de circonstances parce que moi c'était une époque où j'en pouvais plus de mon taf parce que des bureaux j'en avais marre. Vous avez quel âge tous les deux à ce moment-là? 27 je crois. ans, ouais. Ok. Ouais, c'est 27. Et j'en avais vraiment marre. Et David, pareil, je crois que tu sortais de. Non, En fait, t'avais lancé. ouais, moi j'étais. En fait, il y avait une période où t'étais, où je crois que t'étais un peu saoulé du taf et tu m'appelais tous les jours au travail pour essayer de plomber le mien. C'est-à-dire, tu m'appelais, je voyais des téléphones fixes qui s'affichaient sur mon téléphone. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des problèmes et tout. C'était du lobbying, quoi. Ouais, et il m'appelait, il me racontait sa life, il me racontait des trucs automobiles. Hein. Ça me désappelait. Moi, je devais bien m'ennuyer quand même. Ah non, c'était ouais, non, t'étais franchement, je recevais plus d'appels de toi que de ma meuf, tu vois, à l'époque. Donc, enfin bref, et ouais, on discutait ça. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait lancer quelque chose autour de l'automobile. On n'avait aucune idée de quoi. Et on avait vraiment envie de lancer quelque chose autour de l'automobile. Ça pouvait partir de tout. Au début, on voulait faire un car club. On voulait faire un média. Enfin, on voulait tout faire. On voulait des fringues. Enfin, on voulait juste que ça parle de bagnole parce que c'est ce qui nous animait tous les deux. Et puis. C'est vrai que sur ces belles paroles, après, on avait lancé un petit Instagram. Ouais. Et quelques trucs sur les réseaux. C'est ça. Et l'Insta, il publie quoi au début? Qu'est-ce qui se passe sur l'Insta? Alors l'Insta, des photos chinées, ouais, partout, des photos chinées un peu stylées. Ça, on peut en revenir après. On a tous commencé par là, je pense. Ouais. En vrai, mais c'est en fait c'est ça. On est parti du principe que bon, ça c'est, je crois que c'était moi à l'époque, parce que comme je dis, je suis un peu addict aux réseaux sociaux. J'ai dit, vas-y, on sait pas quoi faire, mais tant qu'on saura pas quoi faire, autant qu'on réunisse d'autres gens qui aiment la bagnole, mais sans ça, on dit pas pourquoi, mais on essaie d'en réunir au moins une petite poignée. Au moins un jour on sait quoi faire. On a à qui parler. On a une base. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, on avait lancé un petit compte Instagram et on chinait des photos un peu vintage. Il s'appelait comment le compte Instagram? Il existe toujours, c'est le même. C'est le même. Mais il avait déjà le même nom? Ouais. Directement, ce nom s'est imposé. Alors, le nom, on cherchait un nom et en fait, on voulait un nom qui fasse pas vendre. Enfin, on n'avait pas encore l'idée de vendre des voitures, tu vois. On voulait juste un nom qui soit suffisamment générique pour que ça puisse englober plein d'aspects de la bagnole. Donc au tout début, ça devait s'appeler Pétrole, parce que peut-être que j'étais un peu trop influencé par Petro et Shoes, que j'aimais beaucoup ce qu'ils font. Ouais, moi aussi. Un peu moins maintenant, parce que j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Mais c'est toujours beaucoup, et je sais que le travail que ça représente derrière, c'est très quali ce qu'ils font. C'est vraiment top. Et big up aux Américains en général qui sortent vraiment des formats assez stylé, et big up à toi aussi Yann c'est les remerciements d'ailleurs. Ouais. C'est fini. Ouais. Et ben merci à tous. Ouais, donc voilà, donc j'avais été influencé par ça et puis après on s'est dit putain, on utilise tous de l'anglais, c'est un peu nul, viens on utilise une autre langue, et je crois que Benzine s'est imposé. Après peut-être que j'étais un peu influencé parce que j'écoutais pas mal de métal à l'époque, et le groupe Rammstein qui a une chanson qui s'appelle Benzine. Alors je connais Rammstein, je connaissais pas cette chanson, mais et c'est une chanson où le refrain est très simple, Benzine. Voilà, et voilà, c'est trop que ça veut dire essence en allemand et dans plusieurs langues, et on s'est dit que c'était cool. Ça sonnait bien. Ça sonnait bien, c'était court. On l'entendait pas ailleurs, donc c'était. Moi je trouve ça super cool aussi, mais je pense que je suis pas le seul à le penser. Donc voilà. Donc c'est parti là-dessus. Et puis après, Anthony s'est chargé de lui donner une identité visuelle un peu plus stylée. Moi j'ai trouvé le nom, Anthony a commencé à chercher un truc stylé, puis il s'est dit c'est de l'essence, donc autant faire une goutte, et voilà, c'est notre petit logo, et je pense qu'aujourd'hui il est assez reconnaissable, et clairement, et ça marche. Et puis c'est drôle parce que maintenant on peut faire de la pub. On fait même de la pub même quand il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous envoient des photos de stations essence à l'étranger où il y a écrit benzine. Et ils disent regardez les gars. Et à chaque fois on a des photos de gens qui font benzine, et c'est drôle. Je vais avoir plus de mal avec dans la boîte à gants. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà, je n'ai pas été malin là-dessus. Et donc vous commencez à reposter des photos. C'est ça. Ça dure combien de temps comme ça avant qu'effectivement vous commenciez à avoir peut-être d'autres idées avant, parce que c'est souvent ça aussi. Bah on peut en parler. En idée, parmi les idées qu'on avait, et qui, attention, sortiront peut-être un jour du four, on voulait faire un endroit où se rassembler en tant que passionné, soit un bar à garage un peu stylé, où c'est qu'on puisse rassembler des passionnés et taper la discute, un peu comme fait Autopassion à Paris. C'est un café qui est sur le thème de l'automobile. Ouais, c'est juste qu'on peut pas se garer devant, c'est chiant. Ouais, c'est ce qui est un peu con. Voilà, le truc qu'on trouve, voilà, comme dit Anthony, le seul souci, c'est que c'est bien mignon, ces beaux cafés où c'est que ça parle d'automobile, mais si on peut pas garer ta bagnole devant, en fait, ce genre d'endroit, pour moi, c'est une excuse pour sortir ta voiture un peu inutile, tu vois. Et si tu veux pas l'amener, donc nous, on voulait faire la même chose.
dans un endroit où tu peux amener et un peu te la péter parmi les autres mecs qui se la pètent, quoi. Et c'est un peu drôle, tu vois. L'automobile, finalement, je crois que c'est un petit peu un concours de beats permanent, même si on n'aime pas trop se l'avouer. Voilà, et on a différentes manières de montrer nos zizi. Mais ouais, parce que chacun va l'exprimer d'une manière différente. C'est ça, ouais, on a tous un style différent, et je pense qu'on a beaucoup évolué, sans pouvoir en parler après, mais on a beaucoup évolué en termes de goût automobile depuis qu'on a la benzine. On s'intéresse à des trucs qu'on serait jamais intéressé avant, quoi. Ouais. Et c'est vrai, bon, que tu le dis, c'est vrai qu'on pensait faire cette idée de bar auto. Je m'en souviens bien, ouais. Ça n'a pas bloqué aussi pour des histoires de fond, tout simplement, parce que ça demande des... C'est ce que j'allais dire. Exactement, c'est que voilà, là on va retourner sur la réalité de l'entrepreneuriat. Donc quand tu dois acheter un local, que tu dois l'équiper, que c'est des frais énormes, et c'est aussi un gros risque quand t'as pas ces fonds-là. Clairement. Aller voir la banque et dire la voiture c'est stylé, on veut faire un bar sur l'automobile. Eh bien, c'est une super histoire, monsieur. Voilà, c'est très intéressant ce que vous me racontez. J'en profite pour passer le bonjour à Morex Custom. Je suis pas sûr que vous connaissez, c'est sur Rennes. C'est donc une famille, il s'appelle les Morel. Leur père fabrique des buggy pour le Dakar. Le fils a fait le Dakar aussi. Et les autres frères, en fait, toute cette fratrie a créé un lieu qui s'appelle le Morex Custom. Donc, qui est vachement sur le côté vintage, plus accès moto, parce qu'ils font des prépas moto. Mais c'est exactement ça, c'est un lieu ultra stylé. Je vous montrerai après. Où tu peux boire un coup et tu peux garer ta voiture, il y a un grand parking. Voilà, ça. Donc ça, on est sur l'esprit, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc, ça manque, on en a pas assez. Je trouve, en tout cas, en région parisienne, on n'a pas grand chose. Bah ouais, mais c'est à mon avis, c'est l'espace qui manque. C'est l'espace qui manque. Et faut toujours sortir un peu, tu vois, du centre-ville. Bah après, c'est toujours l'occasion de sortir sa voiture. C'est cool aussi, tu vois. Faut pas que ça soit trop loin, faut pas que ça soit trop près. Après, t'as la météo qui est chiante. Ouais, c'est ça. En vrai. Ils ont pensé à tout. Ouais. Donc non, c'est vrai que. Donc vous avez mis ça de côté à un moment. Ouais, on a mis ça de côté. Et on s'est dit que non, c'était pas le truc. C'était pas le bon format. Et il y a eu 1000 idées. Franchement, je pourrais pas toutes les. On pourrait faire un podcast entier sur des idées de business automobile. J'en avais encore maintenant de toute façon. Ouais, on en a encore plein des idées. Et en gros, et comme je dis, celles qui sont là, c'est pas exclu. Franchement, un jour, j'aimerais vraiment le faire, ce truc. Oui, bah, de toute façon, il y aura un jour un bar benzine. Ouais, on l'annonce. C'est une promesse. C'est sûr. On le veut. Si un jour c'est possible pour vous, et ce sera, en fait, c'est un de mes rêves aussi, honnêtement. Donc on verra de quoi l'avenir est fait. Écoute, on se fait passer une petite présentation après, un PowerPoint, et on en discute. Allez, on fait ça. Mais sinon, je pense que en vrai, on avait surtout un travers commun, c'était de passer énormément de temps sur les sites d'annonces. Voilà, ça c'est vrai. Travers classique du passionné. C'était dingue, et du coup, en tout cas pour moi aussi, c'était aussi d'acheter des bagnoles. Donc, et on s'est au bout d'un moment. En fait, je regarde aussi beaucoup la plateforme Bring a Trailer américaine, oui. Et à un moment, j'ai failli acheter une voiture dessus. C'était un Z3M coupé. Influencé par moi-même. Ouais. C'était un S54, donc il n'y en a pas beaucoup en Europe. C'est pour ça que je m'étais donné la peine de le regarder ailleurs. Et il était peu kilométré. Et vraiment, tu t'en souviens, il était, ouais, mais je sais, magnifique. J'étais dégoûté. C'était quelle couleur ? Il était noir. Et j'enchéris dessus. Et j'ai fini l'enchère meilleur enchérisseur. Ok. Donc je suis allé jusqu'au bout. Je crois que c'était $39,000, un truc que je m'étais arrêté. Ce qui encore aujourd'hui reste un très bon deal. C'était un bon deal. C'est pour ça que j'étais prêt à y aller à $39,000, mais la réserve n'était pas atteinte. Ok. Et finalement, c'était pas fait parce qu'il en voulait quand même un peu plus cher le vendeur. Et au niveau des frais d'expédition, etc., c'était carrément jouable, ça rentrait. Ouais, j'avais de toute façon, j'avais compté à peu près 50 000 euros. Arrivé avec tout compris, mais en vrai, c'est pas vraiment pour le coup de ça. C'est juste que je me dis, mais putain, j'étais quand même prêt à acheter une voiture aux US. Sur un vendeur que je connais pas, comme ça, finalement facilement. Et je dis, mais putain, mais c'est une sacrée force cette plateforme Bring a Trailer. Après, on s'est mis à la regarder et on s'est dit, c'est vachement bien. On dit, vraiment, si moi je suis prêt à prendre ce genre de risque pour acheter une bagnole, c'est que la plateforme elle fait vraiment bien son taf. Et vraiment, j'ai été séduit par la formule. Ce qui est finalement assez classique comme entre guillemets idée de création d'entreprise, c'est tu pars d'un usage, tu vis l'expérience en tant que client et tu dis merde, en fait il y a un truc à faire. Et c'est exactement ça. J'ai dit mais en France on n'a pas ça. On se fait toujours chier sur le Bon Coin, sur d'autres sites d'annonces. T'as trois photos floues, un mec qui prend même pas la peine de faire plus de 2 phrases pour décrire sa bagnole. Il y a 6 fautes. Il te fait venir chez lui, tu traverses la moitié de la France. Bon, au final, tu découvres que la bagnole, elle est pas du tout comme décrite. Que c'est une épave. Ça, mais je dis ça, mais parce que ça m'est arrivé plusieurs fois pour une Focus RS. Je me souviens bien.
Voilà, donc vraiment c'était hyper frustrant. J'en avais vraiment plein le dos de pas avoir une plateforme équivalente, tu vois, quelque chose de bien, de fiable, de facile. Et on s'est dit bah voilà, la recette Bring a Trailer est vraiment top. Pourquoi pas le faire ça en France, quoi. Moi, je me souviens de très précisément, j'étais au travail et c'était un de tes magnifiques coups de fil que tu m'as passé. Tu m'as fait, hé David, j'ai démissionné, enfin je quitte mon job. On lance Benzine. Ouais, enfin c'est-à-dire que là je viens de lancer ma boîte, ou aussi à côté j'avais lancé une boîte à l'époque. T'avais lancé quoi comme boîte? Une boîte, attention, là je gagne des points pour le paradis. J'ai une boîte de transport écologique Waouh. dans Paris, à vélo et en voiture électrique. Ok. Et qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était ça. Donc j'ai profité de ces points de paradis, c'est-à-dire pour pouvoir lancer à côté Benzine. Tu l'as poursuivi pendant combien de temps cette boîte? En fait, au début, c'était elle qui me payait une partie d'elle me payait pendant le lancement de Benzine. Ah oui, donc elle tournait comme ta boîte. Elle tournait. On On n'était pas riches. J'ai fait ça avec des potes que j'ai rencontrés au fur et à mesure de mes expériences de travail itinérant, voilà, de travail chaotique. Et ça s'appelait Package. On a lancé ça. Mais moi, je venais juste de m'embarquer dans ce projet. Et Anthony me sort, c'est bon, je suis prêt, on peut lancer Benzine. Je fais, oh là là. Et du coup, pendant un moment, j'étais entre deux entreprises. C'était assez compliqué. Mais bon, moi, comment dire, et c'est là où on pourra parler du côté, on revient quand on est sur le côté entrepreneuriat. Les gars, quand vous lancez une boîte, le faites pas que pour l'argent, faites-le pour quelque chose qui vous aime. Moi, l'écologie, c'était pas quelque chose qui me passionnait. Ce qui m'a passionné, pourquoi j'ai lancé ça, c'est important l'écologie, mais je veux dire, c'était la logistique, transport, c'est pas quelque chose qui me passionne. Et je l'ai fait parce que j'étais entouré des bonnes personnes, des amis, très bons amis. On a lancé, et je voulais vraiment me lancer, un jour lancer un truc, donc je lui ai dit, allez, pourquoi pas mettre le pied à l'étrier en lançant cette boîte, et voir un petit peu la réalité de ce que c'est de lancer une boîte. Et bah, spoiler, c'est super dur. Mais je trouve ça intéressant de démystifier effectivement l'entrepreneuriat. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de démission tout à l'heure. Ça, c'est un petit conseil, on en parlait en off aussi. Oui, c'est sûr. Ne démissionnez pas parce que vous n'aurez pas le chômage. Ne faites pas ça. C'est ça, c'est quitter le job. Voilà, c'est ça. Quitter le job, mais ne démissionnez surtout pas. En France, votre meilleur ami s'appelle Paul. Paul Emploi. Appelez-le. Voilà, c'est un gars hyper sympa. Et comme tu disais, Yann, d'ailleurs, premier business angel de France. Hein, le gars est toujours là pour toi quand tu lances ta boîte. Par contre, fais pas n'importe quoi pendant que tu dors chez Paul. Parce que ça va vite, ça va très vite. Ouais, les 2 ans passent vite. Les 2 ans passent vite. Si tu as 2 ans. Ouais, si tu as 2 ans de vie commune avec Paul. Mais respecte Paul. On n'est vraiment pas à inciter les gens de prendre le chômage. C'est plus que c'est vraiment un tremplin exceptionnel pour lancer quelque chose. C'est ça. Il faut être conscient que c'est une chance en France. C'est vraiment, on a beau se plaindre de plein de choses. C'est une vraie chance qu'on a. C'est clair. Ça, ouais, clairement, faut le reconnaître. Par contre, comme tu dis, faut pas prendre tes 2 ans pour dormir sur le canapé. Oui, je vais réfléchir à ma boîte. Non, réfléchis-en pendant que tu as un salaire. Voilà, ça, tu réfléchis quand tu as un salaire et vraiment, tu te lances corps et âme pendant ta durée de chômage. C'est ça. Vraiment, faut vraiment se sortir les doigts parce que 2 ans passent très vite. Et souvent, une boîte, il faut attendre 2-3 ans avant d'en tirer les fruits. Ouais, la légende, c'est 1 an, mais j'y crois pas. Hein. Non, c'est plutôt 2-3 ans. Et encore, ça, c'est si t'as de la chance. si t'as moins de chance, bah, ça s'arrête avant. Donc, non, ça passe très vite. Il faut vraiment y aller. Ouais, voilà, c'est vraiment faire les choses intelligemment. Et pas y aller en disant monsieur ça va marcher, au pire j'irai dormir à droite à gauche. Non. De toute façon c'est toujours pareil. Faut partir préparé. Quoi. Ouais, tu mets tout ton âme et c'est là où la passion rentre en compte, c'est-à-dire que la passion est, bon, je vais reprendre la phrase qui est très connue, mais c'est un moteur de fou et ça te pousse, ça donne des ailes en fait. Ah bah c'est en fait ça te facilite le travail quand tu fais ce que tu aimes. C'est sûr que si tu lances un truc où t'es pas du tout là-dedans parce que tu fais ça parce que ton cousin t'a dit que c'était bien. Je suis admiratif des entrepreneurs qui arrivent à réussir alors qu'ils sont pas passionnés mais passionnés par le fait de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Tu vois. Ah oui, il faut trouver. En fait, c'est hallucinant. En fait, il faut juste trouver ce qui te donne un logique, ce qui te motive. C'est pas forcément dans quoi tu travailles, c'est peut-être ce que tu fais dans ce travail, tu vois. Ouais. C'est pour ça, comme je dis, l'écologie au début, c'est pas quelque chose qui me passionnait quand j'ai lancé Package avec mes, c'est parce que j'étais avec mes potes et que je savais que c'était des gens brillants et j'avais envie de travailler avec eux, j'avais envie de construire un truc avec eux. Mon pote est bien plus branché, il était totalement branché écologie et il se bat tous les jours pour sauver la planète. Mais moi, c'était bon, j'admire le combat, mais c'est pas ça qui arriverait à me faire lever le matin, mais c'est juste parce que ce mec est brillant. Salut Mansour. Et ouais. Et Jérémy aussi, hein, je dis Mansour et Jérémy, les deux ont fait leur truc. Donc salut les gars, ça c'est pour le coucou Skyrock. Mais ouais, non, c'est ça, c'est de dire voilà, c'est parce que j'avais envie de travailler avec ces gars, tu vois. J'avais envie c'est ça, donc il faut trouver juste son moteur. Soit c'est ta passion,
soit c'est que tu as envie d'être entouré de gens. Enfin, moi, je sais que ça compte beaucoup d'être entouré de gens brillants parce que une boîte, c'est difficile tout seul. Je sais que sans Anthony, j'aurais jamais réussi parce que je pense que si on devait résumer notre job de manière très simple en une phrase, Anthony fait que Benzine fonctionne. C'est grâce à Anthony que Benzine fonctionne et c'est grâce à moi que Benzine est connu, on va dire. C'est ça, si on résume. Okay. Benzine ne fonctionnerait pas sans Anthony et Benzine serait peut-être pas connu sans moi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut trouver son bon tandem et y aller, quoi. Ouais, clairement, ouais, t'as bien résumé. C'est parce que c'est ça. En vrai, je pense que Benzine n'aurait pas, aurait jamais existé l'un sans l'autre, parce qu'on il y a des côtés où on a chacun nos lacunes. Et en vrai, c'est aussi un conseil, peut-être. En fait, comme l'entrepreneuriat, c'est extrêmement dur. C'est clair. Le conseil, c'est de pas se lancer seul. Parce que tout seul, c'est vraiment dur. Il faut, et à deux, ça permet un peu de séparer la charge. Voilà, je mettrais une nuance, ça dépend du projet. Ça dépend du projet, ouais, bien sûr. Après, quand c'est un gros projet qui demande pas mal de compétences, là, tu vois, Benzine, il y a un site web, il y a un côté commercial, un côté com. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes que tu peux pas gérer vraiment tout seul, quoi. Parce que la limite à ça, c'est quand même, tu vois, de t'associer justement que pour les compétences et finalement qu'il n'y ait pas de fit humain, tu vois. Bien sûr. Et ça peut être une catastrophe aussi. Ah bah oui, évidemment. J'ai pas dit que c'était simple. Attention, faut trouver les. C'est très compliqué d'ailleurs. C'est une vraie chance de trouver un associé avec qui tu. Ouais, il faut ça. Bon, je pense qu'Anthony, en tout cas sur Benzine, on n'a jamais été en désaccord, quoi. On discute de certains trucs. En fait, on débat beaucoup sur certaines features ou pas, ou certaines fonctions, ou certaines politiques. Mais voilà, c'est une vision. Avant tout, une boîte, c'est une vision, tu vois. Il faut avoir la même vision, c'est ça. Après le reste, c'est des détails, mais. Pour revenir au démarrage, donc vous partez avec rien du tout. T'arrives à le convaincre? Ah ben moi je suis facilement, quoi. Moi dès qu'il y a une mauvaise idée, j'y vais. Hein. Tu t'es pas engagé. Donc ton expérience avec donc ta startup avec tes potes se termine. Vous lancez à fond sur Benzine ou t'avais déjà commencé à travailler avant dessus? Nous on avait un peu, on avait un peu maturé l'idée quand on était encore déjà. On était tous les deux salariés. Salariés. Mais en fait, c'est comme je disais, en vrai, si tu veux que ça marche, il faut vraiment t'y mettre corps et âme. Sinon, si tu le fais à moitié, ça marche pas. Donc c'est ce qu'on s'est dit. On dit voilà, si on veut que ça marche, il faut qu'on s'y mette à fond. Donc c'est pour ça que moi j'ai quitté mon job, comme ça j'étais à plein temps. Et c'est comme ça qu'on peut faire les choses bien. Mais sinon moi après de mes années de conseil, j'avais quand même mis un peu d'argent de côté, donc ce qui a permis quand même de mettre un capital pour le développement, parce que bon, je suis pas développeur, David non plus, ça c'est la compétence qui nous manquait, donc on a fait appel à un studio de développement pour le faire. Et ça coûte cher, hein, on peut le dire. Et ça coûte cher, sauf que nous on a eu extrêmement de chance. Alors ça on y reviendra, mais la chance est un facteur de mais tu la provoques. C'est exactement, c'est ça. C'est de la sérendipité, je crois que c'est le mot exact. Je pense qu'on va en revenir. Moi je pense qu'après on va peut-être faire même un résumé. Le résumé de la création de Benzine, c'est mis de la préparation, mis de la chance, mais provoqué 100 fois. Je veux dire, c'est pas, t'attends pas que la chance tombe dessus, faut les c'est moitié chance, moitié chance, moitié travail, quoi. Et le lancement de Benzine, on l'a fait en mode Lidl, c'est-à-dire que on a trouvé un studio qui était vraiment pas cher parce que c'était des développeurs qui commençaient, donc c'était un sacré pari parce que forcément tu payes pas cher, mais c'était du win-win en fait, c'est-à-dire que eux ça leur permettait d'avoir un gros projet sur lequel se lancer. Exactement, donc c'était vraiment notre chance, c'est de trouver ces gars-là qui étaient quand même compétents, mais qui commençaient, donc il leur fallait un gros projet pour vitrine, donc c'est pour ça qu'ils nous ont fait un tarif défiant toute concurrence. On a eu beaucoup de chance de les trouver d'ailleurs. Et aussi on a eu beaucoup de chance que ça ait marché parce que ça aurait pu ne pas marcher. On a parié sur des nouveaux, quoi, des nouveaux arrivants. Nous on était nouveaux arrivants aussi, donc on s'est dit bon, tant qu'à faire. Qui maintenant sont bien en place. Je pense ils étaient brillants. Ils étaient vraiment brillants, c'était vraiment une équipe incroyable. Faut voir la gueule du site en même temps. Il est quand même chambé. Non, vraiment, on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là de trouver les bons. Donc on a pu lancer moi, je me suis pas mal servi de mon expérience en conseil pour faire tout le cahier des charges. J'avais quand même pas mal mâché le boulot, donc ça pareil, ça fait des économies, hein. Quand tu sais exactement ce que tu veux, forcément ça coûte moins cher, t'as moins besoin d'y revenir. Donc c'est vrai que finalement le Benzine V1 était déjà hyper abouti.
Donc c'était top. Ça, c'est pour la partie, on va dire, pur produit, en fait. Ouais. Et pour la partie réseaux sociaux, parce qu'on en parlait, en fait. Ouais, ça c'est plus moi. Ouais, c'est plus toi. Et bah, il y a quand même une force de frappe importante maintenant. J'imagine qu'elle n'était pas la même au début. Comment tu as réussi à développer toute cette communauté ? Figure-toi que si au début pour la taille de la page elle était bien. Ouais. Je pense que je vois où tu veux en venir, c'est qu'on a Villebrequin, les youtubeurs Villebrequin. Je pense même pas à ça, tu vois. Tu vois, ils nous ont clairement aidé à nous développer, mais en fait la stratégie de Benzine, c'était vraiment de grossir sur les réseaux sociaux avec 0€. Bon, vraiment, on a mis 0€ sur tous les réseaux sociaux, tout s'est construit Jamais de naturellement. Facebook Ads. Je vais pas dire jamais parce qu'on a essayé, j'ai essayé, mais comme j'ai vu que ça marchait pas, enfin que ça, en tout cas ça ne tenait pas les résultats que je voulais, et je me dis pour les mêmes euros on peut les mettre ailleurs. Et en vrai dans l'histoire de Benzine, je pense que si le budget Facebook il dépasse 500€, je serais étonné, ou 506. On a dû mettre en 3 ans de Benzine, on a dû mettre 600€ de Facebook, et je pense que je remettrai pas 1€ avant un moment. En fait, la stratégie de Benzine, c'est ma stratégie personnelle. Quand tu sais pas quoi faire, que tu sais pas quoi dire, tu fais des blagues. Et voilà, et en faisant des vannes, sur la page, j'ai commencé à grandir comme ça, parce qu'on avait un ton un peu, on a toujours, enfin on essaye en tout cas, on a un ton en vendant des voitures, on n'avait pas le ton pompeux des maisons d'enchères ou un ton hyper commercial. C'est qu'on sait que les gens qui... Oui, c'est un ton naturel. C'est un ton naturel, comme on parle. De passionné qui parlait de bagnole. Et avec un ton un peu décalé, par exemple, je sais pas, je pense à un post que j'ai fait la semaine dernière, je sais pas, échange ta Prius contre une SL 600. Il y a un peu de dérision. Il y a de l'insolence aussi. Il y a un petit côté insolent. Et ça fait partie de notre personnalité. Et, oui, de toute façon, au bureau, on se parle comme ça. C'est ça, c'est. Voilà. En fait, c'est ça. Je l'ai vu juste avant. C'est ça, c'est qu'on est on est un peu insolent et on est. Et ça fonctionne. C'est juste qu'on fait un truc qui nous ressemble. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas faké. Il est pas travaillé le ton. C'est juste comment on est en vrai dans la vraie vie. Et voilà, c'est de faire des blagues. Donc quand comme je disais, qu'on a démarré avec une page Facebook qui avait rien à vendre à part des trucs. Ce qui a fait la force de Benzine, au début, on mettait juste des images vintage. Et en plus, pour le coup, c'est pas moi qui ai eu cette idée, mais c'est Anthony un jour qui a fait une blague sur une photo, je sais plus ce que c'était. Et on a vu que le nombre de la photo était pas folle. Et la photo a fait 3 fois le nombre de likes qu'elle aurait dû faire. Très bien de cette photo-là. Et j'ai fait, mais en fait, les gens sur Instagram, ils regardent pas que les photos, ils regardent la légende aussi. Donc là, à partir de là, j'ai commencé à créer des histoires avec des photos qui était pas... Ce qui se retrouve maintenant dans nos annonces. Hein. C'est ça, voilà. Clairement. Ouais. Moi, je me marre à chaque fois. D'ailleurs, ça m'impressionne à chaque fois à quel point vous arrivez à vous renouveler, en fait. En fait, on le fait pour plusieurs choses déjà, parce que c'est drôle. En fait, nous, Benzine, on l'a pensé, même pour les gens qui n'ont rien acheté, on pense à David et Anthony du passé qui passaient leur temps à regarder des annonces sans avoir des sous pour les acheter. Faut que ça soit un plaisir, même si t'as rien acheté. Faut que tu regardes les annonces, faut que ce soit un plaisir. Donc voilà, nous on fait tous les efforts du monde pour que les photos, tu puisses voir n'importe quelle voiture dans tous les détails. Si t'as envie de voir une serrure de porte de Porsche 911 hyper près, tu peux le voir sur Benzine. Si t'as envie de voir à quoi ressemble un pédalier d'une Porsche 356, tu peux le voir. Et si t'as envie de voir un fond de coffre de 205, rouillé ou pas, tu peux le voir. Et justement, là je saute un peu dans le temps, mais concrètement, comment ça se passe ? C'est les propriétaires qui font les photos pour vous ? Alors, vous n'allez pas vous déplacer à chaque fois ? Alors, au tout début de Benzine aussi. Si, j'imagine. Les débuts de Benzine, ils sont rigolos. Ouais, c'est ça que... on peut en parler, hein, si tu parles des débuts, c'est vrai que pareil, nous, on n'a pas ménagé notre peine parce que on avait rien au début. Le site n'était pas encore en ligne. Tu te souviens de cette magnifique phrase quand on allait voir des gens ? Il fait hey, « Bonjour, on va lancer un site internet aux enchères, ça va être le feu, hein !» Ah ouais, on peut voir. C'est pas prêt encore, mais ça arrive, hein. Et ça va être bien. Hein. Et donc, évidemment, personne, tout nous claquait la porte au nez, ce qui est normal, tu vois. C'est vrai qu'on a démarché des vendeurs sans rien leur montrer. On leur a dit juste, on va lancer un site d'enchères. C'était à la gueule, quoi. Est-ce que vous voulez mettre des voitures aux enchères chez nous ? Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement dans le langage startup le fake it until you make it. Oui, c'est ce qui est vrai. Sauf que là, on a vraiment rien à montrer. Donc on avait vraiment, il y avait que le fake it. Hein. Oui, c'est ça. Until you make it, vous l'avez pas encore fait. Le make it, il était pas, voilà. En vrai, comme je dis, encore une fois, c'était encore avec des bières et des blagues qu'on y allait. Hein. Un jour, on est tombé sur 2 bons vendeurs qui nous ont beaucoup aidés au début. On peut leur dire, Philippe et Patrick. Qui ils nous ont fait confiance. On a démarré, on a fait des blagues, on était boire. C'était un mot sur un pare-brise sur un salon. Ouais, c'est clair. On était au salon à Automédon et j'avais repéré une Mini à vendre et je me suis dit ça c'est cool pour démarrer le site, c'est chouette. J'appelle, je dis là c'est pour l'acheter. Je dis non, c'est pour une plateforme de vente sans enchères. J'ai quelques voitures et tout.
Et le mec, on y va. Il nous présente un pote qui est un vendeur, qui était un vendeur pro. Et puis on a commencé à rigoler avec ce gars, qui était très sympa. Et on lui dit bon, écoute, on a un site à lancer et on aimerait bien lister toutes tes voitures chez nous. Mais on n'a rien là pour l'instant. Tu nous fais confiance, ça va sortir. Tu les mets pas ailleurs en attendant. Et il nous a fait confiance. Quel imbécile d'ailleurs. Dans le sens de dire c'était risqué comme eux. Et on sortait nulle part. Il nous connaissait ni Dave ni Nadan. Et voilà. Et juste parce que le film il est bien passé. Et il nous a fait confiance. Et ouais, on peut remercier Philippe, en tout cas Philippe et Patrick pour le lancement du site. Parce que ouais, pendant peut-être les 5 premiers mois, le site aurait pu porter son prénom.fr quoi. Ouais. Il y avait presque que ces voitures. C'est vrai que les débuts, faut convaincre les gens. T'as pas forcément. C'est clair. Puis voilà, mais d'arguments, tu fais pas énormément de ventes, t'as pas énormément de résultats. C'est ça. Puis il y a l'attachement particulier à l'automobile qui fait que tu confies pas cet objet à n'importe qui quoi. Ouais, c'est un objet de valeur. C'est un milieu. On se méfie dans l'automobile. Hein, tu vois, et ça, mais on se méfie, et puis on a surtout aussi beaucoup nos habitudes. C'est difficile aussi de sortir des gens qui ont leur habitude, qui, voilà, pour eux, ils font comme ça, ils ont toujours fait comme ça, pourquoi ça changerait? C'est clair. Donc leur dire, voilà, maintenant, mettez votre voiture aux enchères en ligne. Ouais, vous aviez besoin de vos... Je vais encore faire un anglicisme, ça m'énerve de faire ça, ce que je déteste, ce qu'ils font, mais les early adopters, en fait, c'est exactement ça. Ouais. En fait, moi, je me souviens quand on a lancé le site en décembre 2017, on a fait un petit événement toujours avec des clopinettes sur Facebook. On devait être 2-3 000, on a fait un vieux live, etc. Et voilà, on a fait le lancement du site. On a ouvert avec 10-15 voitures, je sais plus, une dizaine, je crois. Ouais. Et quand on a revu qu'il y a des gens qui nous connaissaient de nulle part, parce qu'il faut enregistrer sa carte bleue pour pouvoir enchérir ce benzine, c'est une manière de vérifier le service d'acheteur. Il y a des gens qui mettent des cartes bleues, ils ont mis des cartes bleues sur un site qu'ils connaissaient pas. En vrai, les gens qui ont fait ça. Jours d'existence. C'est ça, le site, il avait quelques jours, il avait 3 jours d'existence et quelqu'un qui rentrait sa carte bancaire. Et là, quand on a vu les premières enchères arriver, on a fait. Ok, il y a un truc. Ouais, je me suis dit, je me souviens, on était chez ma mère sur la table du salon et on était là avec nos bières à regarder. Fait, mec, il y a des gens, waouh, oh. Et on a vendu une R21 Turbo, c'était la première voiture officielle. Non, la première qu'on a vendue, mais t'avais mis ta Porsche. Ouais, mais ça c'était facile parce que c'était nos propres. Ouais, mais c'est normal de commencer par là. Ouais, il a commencé par là. C'est logique de commencer par nos propres voitures. Moi, j'avais rien à vendre à ce moment-là. Anthony, il avait une Porsche Boxster à vendre. Voilà, c'est la première qu'on a vendue. Mais là, entre guillemets, c'était facile parce que là, sur la voiture, la sourcée, c'était facile. Mais là, de vendeur extérieur, la première qu'on a vendue, c'est une R21 Turbo. Et on a fait, waouh, ça y est, on a vendu une voiture sur benzine sur un site qui a 3 jours. Et totalement inconnu au bataillon quoi. Et on avait votre vraie force à ce moment-là, c'était quand même la force des réseaux que vous aviez déjà. Mais c'est toujours actuellement. C'était quoi en termes de chiffres, juste pour avoir une idée au démarrage de Benzine, quand vous lancez le site. Quand le site est lancé, la page Facebook elle a 3000 likes. Ok. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Moi je le dis toujours, les plus durs à obtenir sur tous les réseaux sociaux, c'est les 1000 premiers. C'est pour ça qu'en toute honnêteté, moi je vais pas sur Facebook, c'est parce que maintenant, au niveau de l'algo, c'est beaucoup plus compliqué que sur Insta en ce moment, je trouve. Il y a des petites astuces, on pourra en discuter. On pourra en discuter. Je sais pas si je révèle tout, mais en fait, c'est vrai qu'on a tendance à cracher sur Facebook, soi-disant c'est une plateforme de vieux, il y a plus personne sur Facebook, mais Facebook a une force qu'aucune autre plateforme n'a, c'est les groupes. Les groupes Facebook, les gens vont sur Facebook pour les groupes. Je suis tout à fait correct. Et les groupes, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça que j'ai fonctionné, que j'ai fait démarrer Benzine. Alors attends, là c'est la partie du podcast qui est payante. Ouais. N'hésitez pas. Alors là, ça va être encrypté. Ouais, non, en vrai, mais c'est ça. Mais ça, si vous voulez lancer sortir un truc de terre, servez-vous des groupes. C'est ça. Et c'est c'est un gros travail. Et c'est un travail temps plein. Mais les groupes sont une force. C'est pour ça que je l'ai pas fait, c'est que j'ai dû faire des choix et à l'heure actuelle, j'ai pas le temps de faire ça. Et Facebook est encore une très belle plateforme pour les groupes. Donc voilà, Facebook n'est pas du tout une plateforme mourante, au contraire. Et Facebook, c'est ce qu'on doit. Je pense que Benzine, si on l'aurait lancé au début, avant Facebook, et ça aurait pas eu le même démarrage. Hein. Enfin, ça aurait pas eu peut-être même Insta à ce moment-là, c'était moins important. Non, Insta était plus. C'était moins vendeur, je sais pas. C'était moins. En fait, je sais pas pourquoi. Mais c'est plus visuel, quoi, en fait. C'était plus visuel et c'était plus. Enfin, c'est simple. Sur Insta, c'est plus difficile d'expliquer un concept, tu vois. C'est vrai. C'est juste beau, Insta. C'est vrai. En fait, c'est une vitrine, mais sans fond. Fait. Et pourtant, on avait quand même reçu, je crois qu'on avait 10 000 abonnés sur Insta, ce qui était beau. Le petit swipe up. Ouais. Non, on n'avait pas le swipe up. On n'avait pas le swipe up. Alors, on n'avait pas 10 000 abonnés. On est partir en discussion de marketeur. C'est ça, exactement. Alors, bienvenue sur le podcast de Stan Leloup, sur Marketing Mania. Non, mais plus sérieusement, on avait des. C'est aussi important, ça explique aussi une bonne part de la réussite aussi ou pas d'un business. Hein, c'est la partie communication. C'est vrai que si t'arrives pas. Je pense que maintenant c'est complètement illusoire de dire que t'as pas besoin des réseaux. Enfin, non, peu importe ce que tu fais en fait. Ça n'a pas de. Enfin, si, il y a quand même des. En B2B, à mon avis. Oui, c'est vrai. Mais les réseaux accélèrent. Ouais, mais sans ce cas-là, sera LinkedIn, tu vois. Ouais.
Non, je déteste LinkedIn. Moi, j'ai un problème avec LinkedIn. Ouais, moi c'est pareil. Je sais pas comment les gens font pour aller sur la plateforme. Bonsoir à tous. Je souhaite passer une annonce. Si tu commences tes posts par cher réseau. Ah non, mais ça, c'est les mauvais LinkedIn. Je te déteste. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas passer ton CV. Si tu es obligé d'écrire cher réseau, je cherche ça. Non, c'est que t'as pas de réseau, justement. Et, bon, on pourra en parler longuement parce que LinkedIn, pour le coup, c'est une plateforme que j'ai bien saignée, mais c'est justement beaucoup plus qu'une CV Tech maintenant. Tu vois qu'il y a des mecs qui sont devenus des influenceurs de LinkedIn. Ouais, mais j'imagine qu'il y a des influenceurs de tout. Mais en vrai, je plaisante. Hein, ces gens-là, on est tous le con de quelqu'un. Moi, je suis sûr qu'il y a des usages que je fais de Facebook que je me ferais insulter. Des fois, je suis ridicule. Je regarde mes vieux posts Facebook. Franchement, c'est limite si j'annonçais que je tente de manger un yaourt aux fruits, tu vois. Donc, je les garde parce que j'assume totalement ce que j'ai fait, toute mon historique personnel sur le web. Mais oui, non, LinkedIn, pour le coup, on s'en est vraiment pas servi. Et peut-être que parce que je n'ai pas vu l'usage, et peut-être parce que c'est une plateforme que j'avais pas l'habitude, mais je sais plus pourquoi on s'est mis à parler de LinkedIn. Non, parce qu'on parlait des réseaux, mais pour en revenir à Benzine, où vous faites le lancement, vous vous rendez compte qu'il y a un truc parce que il y a le déclic de vendre la première voiture. Déjà, ça doit être énorme. Comme des fous. On a hurlé, on a sauté dans le salon. Tu m'étonnes. On est dans le salon de Madara, on était comme des oufs. Franchement, on aurait gagné l'auto, je suis pas sûr qu'on aurait sauté aussi haut. Non, franchement, ça, c'était fou. C'était fou. Là, il y a une question qui m'intéresse, mais là, c'est l'ancien juriste qui va parler. En France, le monde des enchères est vachement encadré. Quel a été votre petit stratagème pour pouvoir vendre des voitures aux enchères, sachant que vous n'êtes pas commissaire-priseur? Exactement. Alors là, c'est tout simple. C'est que, comme eBay, en fait, on n'est pas une maison de vente aux enchères, on est un hébergeur qui permet à des particuliers ou pros de mettre en vente eux-mêmes leur voiture. Donc en fait, parce que nous, en fait, on n'intervient pas dans la vente à proprement parler. On offre des services aux vendeurs, comme le service de rédaction. Mais en fait, nous, on n'apporte rien en termes de description. C'est juste des informations que le vendeur nous donne, qu'on rédige et qu'on met en forme pour leur compte. On n'intervient pas dans la... On n'apporte rien, on n'apporte pas plus d'informations que ce que le vendeur donne. Tu veux dire que si le vendeur fait une mauvaise description, il y aura une mauvaise description, ou je suis sûr que quand même... Alors, nous, on a en fait on se positionne aussi en tant que conseiller, c'est-à-dire que voilà, si un vendeur en fait nous donne des informations qui se contredisent ou qui sont manifestement erronées, on va lui dire, voilà, tiens, regarde, a priori ce que tu dis est faux, ou vérifie. Généralement, c'était juste une méconnaissance, et du coup c'est corrigé. Et si c'est des vendeurs qui maintiennent si c'est comme ça et dont on n'a pas confiance, on fait le choix de pas la lister. Logique, pas lister, ouais, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, nous on fait effectivement un tri, devoir conseil. Vous êtes modérateur en fait. Voilà, c'est exactement ça. On est modérateur de plateforme, et on offre des services supplémentaires, c'est-à-dire que si la personne est nulle en photo, on peut lui envoyer un photographe pour faire ses photos. Et c'est très important. Donc, c'est des services annexes, mais nous on n'intervient pas dans la vente. C'est-à-dire que le contrat de vente, il se fait entre le vendeur et l'acheteur. Nous on n'est pas mandataire. Je pense que c'était important de faire ce point parce que le monde des enchères, moi j'y ai travaillé pendant 1 an, donc c'est un milieu que je connais un petit peu. Et c'est peut-être un peu obscur pour beaucoup de gens, je pense. Oui, c'est sûr. Et vous naviguez un peu entre deux eaux. Enfin, en tout cas, de loin, on pourrait se dire oui, c'est de la vente aux enchères. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin bref, je trouvais ça intéressant. Si on résume grossièrement, c'est de la mise en relation entre acheteur et vendeur. Et nous, on vend pas. En fait, si on vend, la seule chose qu'on vend finalement, c'est le service, en fait. C'est la mise en relation. C'est la mise en relation. Et la négociation. Et la négociation, en fait. Voilà. Parce que voilà, ça, c'est important aussi. C'est que sur Benzine, pas pour qu'on ait une plateforme intéressante et qu'il y ait des choses qui se vendent, nous, on est assez calé de notre expérience sur le marché, etc., de notre temps à passer nos annonces et même de nos études, que ce soit nous, nos commerciaux. On connaît le vrai prix des choses, comme dirait, pour citer une grande marque d'hypermarché. Et on sait exactement si une voiture, le prix est juste ou pas, et pour donner une chance aux enchérisseurs de l'acquérir, tu vois. Et vous savez aussi par expérience, comme dans le monde des enchères, c'est pareil, qu'il y a tout intérêt à avoir entre guillemets un prix de réserve le plus bas possible pour Bien attirer sûr. Et pour que ça s'enflamme en fait. Alors nous ça, pas la même stratégie. C'est pas la même stratégie parce que nous le prix de réserve est caché. Oui, c'est vrai qu'il est caché. Donc c'est pas un argument. Ceci dit, dans la maison de vente, il peut être caché aussi. Oui, sauf qu'il donne toujours une estimation. Il y a pas d'estimation sur Benzine qui trahit plus ou moins le prix de réserve. Si t'es un peu initié, oui. Voilà, si t'es un peu initié. Nous, on a fait le choix de donner aucune estimation parce que en plus de ça voudrait dire que nous, on intervient dans la vente. On donne une estimation de valeur. Il y a un jugement de valeur que nous, on peut pas se permettre de donner. Ouais, vous auriez
même juridiquement, peut-être vous seriez engagé si. Je t'avoue qu'on vous- s'est pas posé la question, c'est juste qu'on. parce qu'on a écarté très tôt cette. Non, mais je trouve ça vachement intéressant comme vision. Et parce que nous, ça fait peut-être aussi partie de notre vision d'automobile, tu vois. Nous, on se dit, on parle souvent quand on parle, pas forcément business, mais on parle en ce qu'on appelle en value for car. Enfin, est-ce que t'en as pour ton argent cette voiture? Je veux dire, on imagine un monde où c'est qu'il n'y a pas d'annonce, d'autres sites d'annonce, et que les voitures n'ont pas de prix. Et on se dit, voilà, je te pose cette voiture là devant toi. Il y a zéro indication, personne ne sait combien ça vaut. Combien toi tu mettrais? Et c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut que les gens mettent. Finalement, c'est la vision la plus pure du marché. Hein. C'est ça, totalement. C'est se dire. C'est juste ce que les gens sont prêts à mettre pour. C'est ça, voilà. Vas-y, il n'y a aucune notion de prix. Dis-moi, pour toi, combien ça vaut? Et vas-y, marque-le. On peut y jouer maintenant. Ouais. Combien vous mettrez pour une Xara VTS première génération? Là, le problème, c'est que je pense au marché. Là, tu vois, parce que là, tu parles de David Benzine, tu vois, qui. La Xara VTS, c'est la 167 chevaux. Exactement. Ouais, mais celle-là revient. Au-delà de toute considération du marché, tu vois, moi je pense que moi je réfléchis comme ça. Si je m'en fous du prix que ça vaut, là je t'avoue que je pense que sur le marché ça doit être une 167 chauds, ça vaut un peu d'oseille. À mon grand regret parce que c'est ma voiture de rêve. Pour moi allez, sur le marché, là je dis, ça se trouve je suis pas bon, hein, mais n'hésitez pas à le mettre dans. Il y en a pas d'espace commentaire sur Apple Podcast, mais voilà. Si, mettez des commentaires. Mettez des commentaires, voilà. Si j'ai tort sur Xara VTS, pour moi, j'ai pas vu le marché. Pour moi, c'est 7-8 000 euros C'est exactement ça. Ouais, moi je pense que c'est exactement la même chose. Et moi, perso. En value for car. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. En valeur, moi je serais prêt à mettre 5-6. Moi je mettrais 5. Je suis exactement sur la même valeur que vous, c'est pour ça que j'ai un problème avec le marché là. Ouais. Tu vois, parce que en fait, c'est comment pour ceux qui comprennent pas le principe du value for car, et ça on peut y jouer des heures, hein, c'est pas tellement on oublie le marché, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as en face pour la même prestation, tu vois. Bon, à 6-7 000, je pense que tu as des trucs un peu mieux qui existent. Alors je pense souvent BMW parce que je trouve qu'on y a souvent, pas tous les modèles, hein, mais on est souvent bien sur la value for car. Je pense que tu peux commencer à avoir un truc bien plus velu. Je pense par exemple à une 46, peut-être en 330i, tu vois, qui fait 231 chevaux, qui est une voiture un peu plus premium. Et à peu près le même truc là, je pense que tu peux en avoir pour 1000 euros de plus. Elle est plus belle, je te l'accorde largement. En revanche, pour avoir grandi avec une Xara mais VTS, je sais que c'est un panard. Quel châssis. Mais quel châssis, évidemment. Ça, les Allemands, on peut dire ce qu'on veut. Et en France, on sait faire des châssis. Voilà, c'est en fait, c'est le jeu, c'est vraiment de te poser et de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a en face. Et est-ce que ça vaut ce que le marché. Si je ressors mes cours d'économie, c'est ce qu'on appelle l'utilité. Oui. Pour un consommateur, c'est juste l'utilité pure. C'est combien, voilà, pour moi, combien ça vaut de mon usage. Après, ça peut toujours être biaisé par le côté sentimental, tu vois. Évidemment, mais encore heureux, c'est ce qui fait que c'est intéressant l'automobile, tu vois. Ouais. C'est, je veux dire, quand tu réfléchis, une 205 GTI, c'est une super bagnole, hein, c'est génial. Ça s'échange autour d'une très belle, un 9, ça s'échange autour des 12-13 000. Mais quand tu réfléchis, 12-13 000, à côté, par exemple, t'as un Boxster. Et encore plus que ça. Ouais, je pense que 13 000, ça commence à être compliqué entre une et 13 000. C'est 15 maintenant, non? Oui, ça peut aller dans 15. Voilà, oui, on peut dire. Mais voilà, moi je parle comme ça. Pour trouver une belle, ça commence à 12-13. C'est vrai que moi, je mettrais pas ce prix-là. Tu vois, pour moi. Jamais. Alors oui, j'ai eu une 205 GTI, mais parce que je l'avais acheté beaucoup moins cher. Je l'avais acheté au prix que moi je pensais que ça valait, tu vois. Mon père en a eu une quand j'étais plus jeune, il l'a acheté 3 000 euros. Je me souviens, c'était au voisin. Il se rendait pas compte à quel point il avait fait une bonne affaire. Même à l'époque, déjà, c'était cool. Et je crois qu'il l'a gardé 6 mois. Et il l'a rendu juste parce que, soi-disant, elle consommait trop. Il se rendait même pas compte de la merde. Erreur du joueur français. Sortie de route. Ouais. Ah mais voilà. On l'a tous fait. Hein, mais quelle voiture, ouais. Non, Ah non, c'est sûr. Pour C'est moi, une chouette caisse, mais à mon avis, voilà, il y a ce côté sentimental de beaucoup de gens aussi qui pensent à une autre époque. Ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, je sais que je serais je suis là à prôner le value for car mais je sais qu'il y a plein de trucs, de décisions. Si j'avais des sous totalement irrationnels que je mettrais. Par exemple, moi, j'adore les coach build. Tu vois, les trucs custom. Et je serais prêt sur un. J'adore Wiesmann, Wiesmann, tu vois. Ouais, bah c'est des moteurs BM. Hein, ouais, c'est des moteurs BM. Et tu vois, eux, ça sort, ils te sortent pour avoir un truc correct, c'est 300K pour avoir finalement un moteur BMW sur un châssis qui est bien en soi, mais est-ce qu'en face, tu n'irais pas directement chercher c'est le moteur de la M3, c'est ça? Ouais, pour 300 000 euros, t'as un vrai truc en face. Alors moi, je sais que j'ai les sous demain, je prends ça.
Mais en value for car, c'est très mauvais. Je veux dire, en face, t'as une McLaren. Oui, mais ça compense avec le Terrace Factor. Oui, évidemment, oui, c'est ça. Et c'est là où là, il y a le truc. Exactement. Et ça, c'est un autre outil de mesure qu'on utilise quand on dit. Est-ce que tu peux l'expliquer précisément? Voilà. Alors, quand on dit à quel point tu peux le Terrace Factor, c'est dire à quel point quand tu arrives dans un rassemblement ou dans un endroit, une terrasse de café, quoi. Ou une terrasse de café, quoi. Quand tu débarques à la terrasse, tu vois, et tu t'assois, et tu fais salut les gars, et tu t'assois, et t'as ta voiture garée derrière. C'est le nombre de regards, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as gagné le Terrace Factor? Et attention, le Terrace Factor, ça veut pas dire j'ai la voiture la plus chère du monde. Nous, on a déjà gagné le Terrace Factor en se rendant sur un rasso avec plein de Ferrari. On est arrivé en multiplat. Ouais. On a gagné le Terrace Factor. Je suis désolé. Il y avait des Ferrari partout. On est arrivé en multiplat. Ouais, il y avait un attroupement autour du multiplat. Il y avait un attroupement à côté du multiplat. Il n'y avait plus personne à côté des Ferrari. Donc quelque part, il n'y a pas besoin d'être riche. Ouais. Et devoir de... Finalement, multiplat, c'est vous qui l'avez lancé, c'est pas Villebrequin alors? Non, c'est pas nous qui l'avons lancé. Je dirais même que, ça, Villebrequin, c'est débattable. Je pense même pas que ce soit Villebrequin. Villebrequin, ils ont juste flairé. Au moment où ils ont contribué à la hype. Le multiplat, et pour moi, Dante, tu me diras ce que t'en penses, il arrive à une époque où le moche est cool. Et on le voit même dans la mode, hein. Tu regardes des campagnes comme Prada, etc. Ils te sortent des campagnes dégueulasses volontairement. Tu regardes des marques comme Balenciaga où ils te vendent des sacs poubelles à 3 000 euros ou n'importe quoi. C'est juste que le moche, en fait, on a fait trop de beau. Et maintenant, on voit jusqu'où on peut. Pour se différencier, il faut du moche. Maintenant. Il faut du moche. Et Big up Laxara. Non, le ugly is the new cool, tu vois. C'est exactement ça. Et je pense qu'il arrive à ce moment-là. Et puis le fait que ça a toujours été moche comme voiture, mais là, avant c'était moche. Maintenant, ça commence à devenir. Pour moi, c'est cool un multiplat. Ouais, je pense aussi que le multiplat est cool. Et parce que c'est devenu tellement moche que ça en devenu cool. Il y a plein de voitures qui sont comme ça, qui sont intrinsèquement. Tu te dis qu'est-ce qu'il y a rien qui va en proportion. Et pourtant c'est cool. C'est tellement moche que c'est cool. Et voilà, donc le Terrace Factor peut se gagner avec des trucs, tu vois. Et par exemple, pour revenir à mon histoire de Wiesmann, je pense que voilà, t'arrives en Wiesmann ou en Morgan, j'adore aussi Morgan, tu vois, tu gagnes le Terrace Factor face à une voiture équivalente. Ouais, enfin, je pense que tu seras d'accord. À mon avis, le meilleur Terrace Factor, c'était t'arrives en voiture de course d'avant-guerre. Ah oui, ça, oui, ça par exemple. En petite voiture cigarette. C'était quoi la voiture En fait, n'importe quelle voiture de course d'avant-guerre. En fait, je n'ai jamais roulé perso. Hein, nous non plus, je t'avoue. Mais en fait, on s'est découvert récemment une passion, un intérêt en tout cas, pour les bagnoles d'avant-guerre. On se rend pas compte, mais allez voir ce qui se passait en avant-guerre, les gars, c'était des fous. Il y a vraiment des trucs de ouf. C'est-à-dire des cigares sur roue qui font 200 poneys et qui pèsent même pas 400 kilos avec des pneus ultra fins. Déjà, c'est hyper classe. Ouais. Et je pense que, enfin, ça, c'est un des trucs qu'on aimerait faire aussi, hein, dans le domaine, c'est de relancer un cigare sur roue. On appelle ça les cigares sur roue parce que je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Si, je vois très bien. Tu vois, c'est n'importe quelle, j'ai pas de marque précise, tu vois. Mais juste, là, franchement, tu t'arrives à la terrasse, tout le monde avec sa Ferrari, sa Porsche, etc. T'arrives avec ton blouson d'aviateur, tes lunettes d'aviateur, et tu sautes de la bagnole, avec ton truc, tu fais salut les gars, ça va? Et là, tu gagnes le Terrace Factor. Un peu d'huile sur les mollets parce que bon, ça transpire de partout. C'est ça, avec un peu d'huile sur le truc, je fais les gars, ça va? Vous attendez bien, c'est stylé. Je sais pas si ça vous parle, mais ça me fait penser à la classique Racing School. Oui, exact. Ouais. Et hier, j'étais donc avec Pierre Sancinena, qui est associé maintenant à ce projet. Et ils ont lancé donc la fameuse... En fait, ils ont repris... Je vais mal l'expliquer à tous les coups, et je suis désolé les gars. Mais ils ont relancé sur le fameux circuit de Charade. Ouais, Charade, ils sont... Qui était un circuit mythique, qui a été un peu abandonné, etc. Le concept de rouler dans des monoplaces des années 60, je dirais. Ouais, c'est 60, ouais. Et donc, c'est vraiment ça. T'as les 4 roues qui ressortent. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est une esthétique. Enfin, au-delà du côté débile du truc, c'est que c'est très beau en vrai comme moi. C'est en fait, en plus c'est ça le plus beau, c'est que ils ont même pas cherché à les faire belles. C'était juste la fonction. C'est ce qu'ils savaient faire de mieux et c'est devenu esthétiquement incroyable. Et nous on adore ce truc. Et ça, par exemple, pour gagner le Terrace Factor, pour moi c'est la caisse ultime. Tu vois. Enfin, c'est le truc ultime quand t'arrives. Faut pas qu'il pleuve par contre. Ouais, encore que si tu gagnes encore plus quand tu peux, je crois. Bon, t'es pas bien, mais t'as gagné, tu vois. La victoire a un prix, mais t'as gagné la terrasse. Le championnat du monde de la terrasse est gagné s'il pleut, tu vois. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de vos voitures perso maintenant? Allez, ça va aller vite pour moi, mais. Comme vous voulez. J'ai commencé parce que c'est plus court. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai démarré avec un Z3 coupé que j'ai toujours. Ça fait 11 ans que je me le traîne. Et il y a beaucoup de kilomètres. C'est une voiture qui en vrai, plein de fois, je me dis, je m'en sépare pas. C'est juste que, en vrai, pour le même budget, je vois pas quoi acheter qui me plairait plus, tu vois. Moi, je raisonne
Moi, je reste encore en terrasse, je me dis que j'aime pas avoir les mêmes voitures que tout le monde, et le coupé, il y en a très peu qui sont faites, on voit presque jamais. C'est clair. Et je trouve ça très très cool comme bagnole, et il y a rien qui me botte et qui reste quand même utilisable. C'est-à-dire, j'ai traversé plein de fois l'Europe avec cette bagnole, avec mes affaires dans le coffre. Il y a un grand coffre pour un coupé, et j'adore cette caisse. Et donc ça, c'est ma préf de chez Pref. J'ai eu Tu vois, cet été, j'ai eu un SLK 200, je l'ai pas gardé longtemps. Mais à la base, je ciblais une Z3 coupé, bon, c'était un peu hors budget. Donc j'ai fait un petit coup sur une SLK 200 qui, franchement, était une bonne surprise, honnêtement. Ouais, c'est Je m'avais joli, dit beaucoup de mal, mais c'était très rigolo. les premières générations. Ouais, première génération, 99. Ça, par contre, ça vaut. Enfin, pour moi, ça, c'est un super value for car, tu vois. Je l'ai acheté 5 000 €, tu vois. Ah bah, tu vois, et encore, tu peux en trouver un petit peu en dessous. Ouais, mais elle avait 56 000 bornes. Ah ouais. Donc tu vois, Super deal. Super Ouais, deal. super deal. Et Non, mais ouais, en fait, le Z3 coupé, ultra fan. ah non, mais c'est la chaussure, hein. On aime ou on n'aime pas. Donc voilà, j'ai ça. Donc ça, c'est mon truc que je pense que je ne vendrai pas. Ou peut-être que si, on sait jamais. Mais bon, je pense, j'ai pas l'intention de vendre en tout cas. J'ai eu des E30. Je suis un gros fan de 30, mais j'en ai plus. Mais j'aimerais bien en avoir une. De nouveau, une petite 318S en 4 cylindres que je trouve très fun. Et tu n'es pas sponsorisé par BM. Hein. Non, même pas. Mais en fait, c'est ça c'est par exemple, j'aime pas dire que je suis BMiste, mais en fait, quelque part, je suis un BMiste refoulé, tu vois. Parce que en vrai, c'est parce que je trouve que BM, il y en a, t'en as pour ton argent en général. Ouais, t'as des super moteurs, c'est facilement utilisable pour. C'est bien construit. C'est même pas une volonté, tu vois. Par exemple, j'adore les alphas, mais j'ai dans ma famille, on a eu des alphas et c'est génial comme bagnole. Mais je me sens pas aussi en sécurité pour l'usage que j'en fais. Moi, je roule beaucoup avec mes voitures et je suis pas un bourrin, mais j'apporte T'es pas pas un soin confiant particulier. pour avoir une alpha Ouais. tous les jours. Quoi. C'est ça, voilà, je suis pas confiant pour en avoir un et je suis pas quelqu'un de extrêmement précautionneux, tu vois. C'est-à-dire que bon, je fais mes entretiens comme tout le monde, mais je suis pas là à checker tout le temps et je veux pouvoir claquer et tourner la porte et bon, après, j'ai pas encore essayé toutes les marques du monde, mais pour l'instant, j'ai trouvé que chez bien. Même ma E30 que j'ai gardé un petit peu, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec. Et jamais eu de soucis, alors que c'est chouette comme caisse. Donc mais à réavoir une E30. J'ai une Golf GTI aussi qu'on a pu apercevoir avec le 205 GTI d'Anthony. On a fait un petit film. Golf 2. Golf 2 GTI, ouais. On a fait un petit film benzine avec. Allez le voir s'il vous plaît. Il est vraiment cool. On a mis beaucoup de travail. Oui, allez le voir. Il est très cool. Et j'ai ça et que je vais vendre. Et puis j'ai. Tu le vends où? Bah, sur une plateforme de vente aux enchères qui s'appelle benzine.fr. Ah ouais. Voilà. Ah, tu connais toi aussi. Ça sera sans réserve, donc n'hésitez pas à faire votre meilleure offre. Donc, dans le sens où mettez ce que vous pensez que ça vaut. Il y a pas de prix, pas d'indication. Je sais pas moi-même ce que ça vaut, donc décidez vous-même. Et c'est pas vraiment à moi parce qu'on l'a acheté pour rigoler avec Anthony. Ah oui, mais c'est ton plus beau, ouais, c'est belle auto. C'est ma plus belle auto. J'ai un multiplat. Yes. Mais que j'utilise sérieusement. C'est pas ironiquement. En fait, on est tombé par hasard sur un voisin à moi qui en vendait un et il était propre. Il était propre. J'ai dit pourquoi pas et je m'en sers un peu tous les jours. Et en vrai, les gars, c'est une super caisse. Enfin, je vais finir en acheter, j'entends tellement parler tous les jours. C'est aussi moche qu'on le prétend, mais c'est une caisse très bien pensée. Très bien pensé. Non, c'est chouette. C'est chouette. En plus, on en a eu, avant celui-là, on en a eu un autre. Et on l'avait fait un peu de tuning dessus. On lui avait mis des sièges baquets et mais c'est deux multiplats différents par rapport du coup. C'est des différents. Mais c'est pas le même. L'autre il est parti. On lui avait mis un petit filtre sport acheté sur Amazon 10 €. Et moi je me trimballe avec ça. Cône et ça faisait un bruit. Ah mais ça faisait un bruit de voiture de DTM. C'est ça. Bon, après, c'est moi qui conduisais au quotidien, mais je te promets que je traversais la rue. Je traversais les rues avec ça, mais les gens, ils se retournaient, mais il y en a, ils comprenaient, ils disaient, mais quel beauf. Et ils avaient raison. Et il y en a qui étaient morts de rire. Tu voyais des gens, ils étaient pliés au feu. Mais ça faisait un bruit incroyable. Ça faisait un bruit incroyable avec le fil KN. On aurait dit une voiture de DTM en multiplat. Et surtout que bon, le bruit t'encourageant à conduire comme un con, j'étais un sauvage en multiplat, tu vois. Les gens, ils me voyaient. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, mais franchement, je sais qu'il y a des gens qui ont vu un multiplat en gros plan dans le rétroviseur. Je suis désolé. En plus, avec deux baquets, quoi. Ça ne se fait pas, oui, avec deux baquets à l'avant. Je suis désolé si vous m'avez croisé un truc, je m'excuse, parce que c'est vraiment un truc de con de faire ça. Mais c'était beaucoup trop drôle. C'est très drôle. En plus, il était allégé et en vrai, mec, on a gagné quoi? Je sais plus, je me souviens de 200 kilos ou 100 kilos. Ouais, 150, 200 kilos. Ouais. Et ça, en vrai, enfin, attention, ça marchait toute pas trop proportion gardée, ça marchait pas mal. On va dire que ça marchait comme une Saxo VTS 8S, quoi. C'était suffisamment rigolo étonnamment, ça n'a pas un châssis dégueulasse, hein. Ouais. Mais écoute, j'en ai jamais testé, mais c'est ce qui se dit en tout cas. Ouais. Et c'est franchement, c'est très cool. Ça c'est bon, en vrai. Maintenant, celui qu'on a, il est propre et il est d'origine.
Et je m'en sers pour aller venir au boulot. Je suis venu avec. J'ai pas vu, ouais, tu montreras après. Ouais. Et non, j'ai ça et c'est tout. Et après, peut-être racheter d'autres caisses. Mais j'ai pas la place. Le problème de tout truc, c'est la place. Il faut des garages si vous voulez conserver les voitures propres, quoi. Et j'ai pas ça. Et mes voitures sont toujours sales. Donc voilà. En vrai, si on compte, donc Golf 2 GTI, c'est 3 coupé. Et c'est top. Là pour la blague. Bon, là maintenant, on va y passer à peu près 2-3 heures, c'est ça? Donc deuxième épisode de ce podcast retrouvé après la pub. Hein. Ouais, c'est vrai que moi, après mon aventure avec la RX-8, qui a duré 4 ans quand même, je suis passé sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable, un Z4M coupé. Oui, voilà. Tout à fait. Une voiture d'adulte en somme. Ouais, mais tout le monde me prend pour un fou quand je dis ça, mais c'était carrément plus raisonnable comme voiture. Ce qui est dingue de dire ça. Ouais. En vrai, j'ai divisé ma conso par 2. Ce qui est incroyable. J'arrivais à faire 9 litres au 100 avec un Z4M coupé. Est-ce que tu peux donner un petit peu de données sur le Z4M juste pour que les gens, ceux qui connaissent pas, visualisent alors le Z4M coupé, c'était celui qui recevait le 6 cylindres en ligne atmosphérique de la M3 E46. Donc c'est un 3 litres 2 de 343 chevaux. Voilà, donc une propulsion, une boîte manuelle dans un petit coupé, c'était vraiment. C'est un peu la sauvagerie quand même. Hein. Voilà, je me demande où t'as eu l'idée. Je connaissais un gars qui avait un Z3 coupé. Alors il va m'accuser de l'avoir copié, mais pas du tout. Moi, à l'époque où je l'ai acheté, c'était comme on parlait, c'était ce qui t'en avais pour le plus pour ton argent. Tu vois. Et c'est vrai. Alors je l'ai acheté, je peux le dire maintenant, je l'avais acheté 31 000 € à l'époque. C'était David, si tu as la mémoire, c'était en 2011. Ouais, 2010 ou 2011, ouais. Je l'ai gardé 9 ans, donc ouais, c'est ça. Tu l'as revendu il y a combien de temps là l'année dernière. Et c'est encore quelque chose de douloureux, donc on n'en parlera pas. Tu l'as vendu sur benzine? Je l'ai vendu sur benzine, ouais. Et donc ouais, je l'ai gardé 9 ans parce que c'était une voiture qui était extraordinaire. C'est simple, je trouvais pas mieux pour l'argent. Je me dis, je vais la revendre, je vais acheter quoi? Je vais acheter une Mégane RS ou tu vois, genre impossible de trouver mieux. Et ça pendant très longtemps. Donc je l'ai gardé, mais j'ai acheté des trucs à côté parce que faut pas déconner non plus. Et comme on disait, on est beaucoup influencé par les jeux vidéo, donc moi pendant une partie de Dirt Rally, j'ai découvert la Fulvia, l'ancien Fulvia. Magnifique comme caisse. Voilà, et je me suis dit mais merde, mais c'est vachement chouette comme petite caisse, ça vaut combien? Donc pareil, petite annonce. Et j'en trouve une rouge à côté de chez moi, et je lui dis bah écoute, c'est pas trop cher, c'était à l'époque où c'était encore pas trop cher. Et vas-y go, et je suis allé la voir, et je tombe amoureux de cette caisse, et j'ai acheté ma première Fulvia. Donc à cette époque, c'était, je sais plus, il y a 6 ans, je crois. C'est 6 ans, ouais. Mais mine de rien, à chaque fois, vous avez quand même acheté des voitures qui ont quand même pas mal pris en cote depuis. Hein. Ouais. On a eu le nez, tous les deux, on a eu le nez, ouais. On a eu le nez, puis parce qu'on est quand même pas mal au fait des tendances, on regarde beaucoup le marché, donc dès qu'il y a des choses qui se ressortent un peu, forcément on s'y intéresse un peu avant les autres. C'est le cas pour la Fulvia, voilà, on dit bah putain, cette voiture elle en propose beaucoup pour le prix, tu vois, pourquoi les gens s'y intéressent pas quoi. Donc je l'ai acheté. Et donc elle m'a fait un joint de culasse à la première sortie. J'étais là pour immortaliser le mouvement. Voilà. Mais donc, c'était une manière pour elle de dire bonjour, tu vois. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on dit bonjour en Italie. Je l'ai pris comme ça, et je me suis dit bah écoute, voilà, c'est l'occasion je connaissais pas les vieilles mécaniques, c'était ma première ancienne. Et j'ai dit bah voilà, c'est l'occasion de mettre les mains dedans. Donc j'ai fait j'ai fait ma restauration de moteur, j'ai changé le joint de culasse, je fais tout, évidemment je fais tout moi-même. On en parlait au début, tu te débrouilles pas mal quoi. Voilà, donc en vrai c'est juste que en fait ça m'intéresse, donc si je sais pas faire, je me renseigne et je fais. Et donc voilà, j'ai réparé mon moteur, et depuis après j'ai traversé la France avec cette voiture, et aucun problème. Et c'est une voiture qui est absolument incroyable. En vrai, on se rend pas compte avant de vraiment mettre le nez dessus. À tel point, c'est vraiment une voiture d'ingénieur, et tu comprends pourquoi à l'époque l'ancien ne gagnait pas d'argent avec leur voiture, parce que tout est pensé, mais trop pensé en fait. Il y a trop d'amour dedans. Enfin, il y a pas de recherche. En fait, il y a un amour pour l'ingénierie dans cette bagnole. C'est que tu vois, ça sera à travers chaque pièce. Tu dis, mais ils auraient pu faire la pièce avec la même fonction 4 fois plus simple. Pourquoi ils l'ont pas fait? Non, ils l'ont fait de telle sorte parce qu'elle était un petit peu mieux. Donc, en fait, ça prenait 4 fois plus de temps de la faire, mais c'était un petit peu mieux. Donc, ils recherchent de l'esthétisme jusqu'au bout, quoi.
Il y a une recherche, ouais, de vraiment. Je peux pas vraiment te décrire exactement parce qu'il y a vraiment des pièces où tu t'es émerveillé par la complexité de la pièce. Tu te dis mais pourquoi tant de mal pour cette fonction-là? Mais c'est ce qui fait vraiment la charme de cette bagnole. Et voilà, donc j'ai appris un peu à la connaître comme ça. Et du coup, j'étais vraiment fan de cette voiture. Alors c'est pour ça que après j'en ai racheté une deuxième. T'as raison. Voilà, Oui, bah c'est quand même plus sympa, quoi. Bah, voilà. carrément. Et celle-là, pareil, je l'ai trouvé pas cher au sud dans le sud de la France. Alors c'est une galère pour la ramener parce qu'elle était non roulante. Mais celle-là, elle avait la particularité d'avoir des ouvrants en aluminium. Alors, arrêtez-moi parce que je peux parler des là, je jours de la pense Fluvià. qu'effectivement, on peut faire un podcast Fluvià. Mais Ouais. Enfin bref, elle avait des ouvrants en aluminium qui étaient très rares, donc je me suis dit, voilà, celle-là, il me la faut. Du coup, j'ai revendu la rouge. Tu nous mettras on aura des photos pour un peu l'ensemble des voitures dont on a parlé pour illustrer pour les gens parce que même moi sur certains détails là je vois pas donc. Ouais, et donc voilà, j'ai revendu la rouge pour me consacrer à la restauration de la blanche parce que c'est une voiture qui demandait qui était loin d'être belle. Donc et ça fait maintenant 4 ans que je suis sur le projet de restauration. C'est pour ça que d'ailleurs autour de toi tu pourras voir un nombre de pièces de Fulvia. Et ben je savais pas que c'était des Fulvia mais je voyais des pièces effectivement. C'est des pièces de Fulvia parce qu'elle est en cours de remontage là, ça y est, on tient le bon bout. Et 4 ans c'est ce qu'il faut, hein. Faut pas moins. Hein. Ouais, et en fait oui, quand t'es pas plein temps dessus, c'est ce qu'il faut au moins. Et en fait, c'est juste qu'il fallait tout faire cette voiture. Elle était rouillée à l'os. C'était un plus que tu l'avais imaginé. Plus que je l'avais imaginé. Donc je me suis un peu embarqué dans une galère. Mais je me suis pas démonté et puis en fait j'ai appris à faire de la carrosserie, j'ai appris à souder, j'ai appris à former les tôles et j'ai tout fait moi-même. Donc vraiment je l'ai désossé, j'ai remplacé toutes les tôles qu'il fallait, j'ai soudé. Pendant ce temps-là, je jouais à la PlayStation, moi. J'aurais fumé des clubs, c'est ce que j'aurais fait. Voilà, donc j'ai juré beaucoup parce que il faut. Alors un conseil à tous ceux qui nous écoutent, ne vous lancez pas dans un projet de restauration. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Et on va s'arrêter là-dessus, voilà. Allez, bonne journée. Non, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile. Et en vrai, si t'as vraiment pas tout ce qu'il faut, la place, les outils. Encore une fois, faut dire que toi, t'as aussi l'opportunité d'avoir un garage. C'est ça, en plus, j'ai la chance d'avoir tout ça, et c'est déjà extrêmement dur. Donc ceux qui entament une restauration dans leur garage, voilà, non, le faites pas. Ou alors vous êtes nos héros hein, si vous y arrivez. Ouais, non, il y en a qui arrivent, mais il y en a qui arrivent, mais en fait, faut vraiment être motivé, quoi. Il y a une motivation qui est. Et c'est comme pour l'entrepreneuriat, faut être conscient de ce dans quoi tu t'embarques. Ouais, et c'est ça. Et pas trop, sinon tu t'embarques pas non plus. Voilà. C'est vrai. et pas trop non plus. Mais en vrai, voilà, c'est pour ça qu'on voit aussi autant de projets abandonnés dans les annonces, c'est que c'est extrêmement dur. Mais jusqu'à la fin, c'est pas parce que t'as fait 90% du boulot que les 10 derniers sont pas durs, tu vois. Donc voilà, donc ce projet est bientôt terminé, ouf. Et donc j'en viens après, on passe à d'autres voitures, sinon je vais rester sur la Fulvia. Après j'ai acheté des Mini. Alors c'est pas mieux. Non, j'ai acheté un lot de Mini sur benzine en plus. Hein, je me suis un peu fait prendre à mon propre piège. Elle était pas chère et bon il y avait une raison, c'est qu'il y avait du boulot. Donc je l'ai acheté et le vendeur m'a dit bah tiens j'ai celle-là pour pièce si tu la veux à 500 balles. Bah écoute je la prends aussi, donc je suis revenu avec 2 Mini. Que j'ai restauré. Donc la première, c'était une restauration qui était partielle, donc ça allait. J'ai quand même mis du temps, mais je l'ai restauré. Une petite Mini blanche qui a d'ailleurs été vendue sur Benzine récemment. Très bon site. Je crois que je l'ai vu passer. Ouais, c'est très bon site. Je suis très content du service. Vraiment, je recommande. Ça s'est très bien passé. Voilà, Mini blanche et une autre Mini, donc celle que j'avais achetée pour pièce, qui a pris racine dans mon jardin pendant un petit moment. Pendant plusieurs années jusqu'au confinement, ce confinement qui a été un don. Alors c'est horrible de dire ça, mais c'était un don du ciel pour les passionnés qui avaient des projets de resto dans leur jardin. C'est vrai. Parce que ça m'a permis d'avoir 3 mois à temps plein dessus avec le garage qui était fermé hein, pour le confinement. Donc j'avais le garage à moi entier où j'ai pu m'étaler, j'ai pu y aller tous les jours. Ça c'était extraordinaire et du coup ça m'a pris comme ça avec mon père et c'est aussi grâce à lui que ça a été si vite parce que sans son aide j'y serais pas arrivé. Il t'apprend encore des choses ou c'est un peu dans les deux sens maintenant? Non, enfin oui c'est dans les deux sens mais il m'assiste énormément. Ouais. Vraiment en fait il a toujours l'expérience donc il a toujours la petite astuce pour galérer moins. Clairement. Parce que souvent des fois je me cassais, je fais oh putain mais comment je vais faire. Et il a toujours la petite astuce qui va bien, ou alors il connaît le gars qui sait faire, et du coup ça fait gagner un temps fou.
Et donc pendant 3 mois, on a restauré la deuxième Mini avec mon père. Du début à la fin, c'était 3 mois top chrono, j'avoue que c'était impressionnant. Ouais, top chrono. Il y a encore pas bout à bout parce que j'ai fait un peu de full VR entre temps. Donc en vrai, la restauration en moins de 2 mois, c'était un beau projet de confinement. c'était un sprint vraiment. Et donc là maintenant, j'ai donc une mini bleue qui est désormais bleue, entièrement restaurée dans le garage. Donc j'ai revendu la blanche, ça c'est fait. Ensuite, une 205 GTI, j'ai eu 9 que tu as vendu. Que j'ai vendu aussi sur Benzine, encore une fois, excellent service, excellente transaction. C'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est juste parce qu'on adore le... Voilà, c'est juste il s'avère que ça marche bien, donc... Et d'ailleurs, c'était marrant, parce que ces 205 GTI, l'achat n'était pas du tout prévu, c'était avec... David et moi, on allait en Espagne pour un rendez-vous... professionnel pour développer Benzine en Espagne. Exactement. Et puis, moi, j'ai toujours des idées à la con. J'avais fait moi-même cette erreur 6 mois auparavant en achetant ma Golf. C'est-à-dire que moi, j'aime bien partir dans des endroits et revenir en voiture. Je suis parti en avion. Ah oui, donc oui. Et je suis remonté après en Golf, la Golf que j'ai achetée, que j'ai remontée d'Espagne. Puis je me suis dit, on est en Espagne tous les deux. Anthony, viens remonter en voiture. Et donc, je lui ai fait acheter. C'est vrai que c'est une mauvaise idée de ta part. Et t'as regardé les annonces. Ouais. Et t'as dit, putain, regarde, il y a ça à côté. Ouais. On était à Barcelone, et pas loin de Barcelone. Tout ça juste parce que vous étiez pas au courant qu'on pouvait louer une voiture. On vous l'avait jamais dit. Louer, ça veut dire quoi ça? Louer. Ah bon. C'est-à-dire conduire une voiture qui n'est pas à toi? Ouais, ça vient de sortir il y a pas longtemps. Je comprends pas le principe, mais bon. Et donc je dis écoute, on remonte en voiture, on a trouvé cette 205 GTI. Ouais. On y allait. Franchement, la transaction la plus louche de tous les temps. Ah ouais, c'était incroyable. En plus, c'était pas prévu, donc j'avais pas d'argent sur moi. Il a fallu faire des transferts, sortir du cash. Enfin bon, bref, l'enfer, en vrai, et surtout tout ça en quelques heures, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on a décidé littéralement. Je crois qu'on partait. On est resté 2 jours sur place. On est resté 2 jours sur place et dans les 6 dernières heures, elle se vient, on va acheter une voiture. Ouais. Et du coup, on contacte ce gars qui vient nous chercher dans une autre bagnole. Ouais. D'ailleurs, et il habitait loin en plus, on s'était pas rendu compte parce qu'on avait déjà tapé région Barcelone. Ouais. Et le mec il nous emmène mais super loin genre il était dans sa bagnole, il nous emmène, il fait putain, ça commence à faire long, ça fait 1 heure qu'on roule. Ouais, 1 heure qu'on roule. Je dis mais comment on fait pour rentrer si on a la voiture elle nous si la voiture elle plaît pas, il fait quoi, il nous redépose? Parce que vous avez pas pris d'avion retour du coup? Non, on n'a pas pris d'avion retour. Non. Donc je fais merde, mais putain, j'espère qu'elle est bien cette voiture parce que on est mal. T'imagines déjà le malaise de lui dire non mais en fait je la prends pas, faut nous ramener, tu veux bien nous ramener à 1 heure à Barcelone? Ouais. Je dis putain, mais c'est quelle galère, on s'est embarqué. Ouais. Et ouais, donc il nous montre la voiture. Elle est très belle. Après, c'était une espagnole, donc pas de rouille. Ça c'était ce que je cherchais parce que j'en ai marre de la rouille avec mes Mini et mes Fulvia. Non, franchement, belle. Et puis, par contre, au moment de l'essayer, un bruit bizarre qui est, tu vois, un bruit de vraiment de métal qui frotte. Tu te dis putain, c'est quoi? C'est la boîte. C'est oh là là. Enfin vraiment, tout le reste allait bien, mais le problème de bruit. On avait été trop loin pour reculer maintenant. Il fallait y aller. C'était trop tard. C'était juste dans ta tête. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, mais bon, moi elle roule quand même. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le risque et tu vois à la maison ce que c'est. À savoir qu'on avait quoi? On avait plus de 1000 bornes à faire. 1500 et des brouettes, ouais. 1500 bornes. Ah oui, petite fun fact, cette voiture était équipée d'un silencieux. J'allais dire sport, mais non pas sport. Un silencieux non silencieux. D'un échappement libre. Un échappement libre. Donc le barouf. Je le vois très très bien. Pendant 12 heures de bagnole. Ah, la migraine. C'était l'enfer. Et après, la petite histoire aussi. C'est pas fini. L'histoire est rigolote. L'histoire est drôle parce que bon, du coup, grâce à ce bruit inexpliqué, je négocie le prix au plus bas. Donc je me dis bon, allez, même si c'est la boîte à changer, à ce prix-là, ça va. Maintenant que tu l'as vendu, tu peux dire à combien tu l'as négocié? Je l'ai acheté 6005. Ok, et on était en quelle année? C'était il y a 2 ans. 3 ans, 2 ans. On était sur quelque chose de solide. Hein. On est quelque chose de... Ouais, c'est pour ça que je me dis, allez, limite, même s'il faut changer plein de trucs, ça va, je m'y retrouve. Donc je prends. Et nous voilà repartis à Barcelone avec les 205. C'est ça. Et après, il y a une autre petite histoire, c'est que... Donc évidemment, on fait ça au bar. On va au bar pour fêter la jeune voiture. Et c'est un excellent bar que je recommande à tous, qui s'appelle le Dry Martini à Barcelone, qui est absolument incroyable. Je te connais pas, pourtant j'ai fait quelques séjours à Barcelone. Je suis un fan de bons bars, et celui-là il est classé dans les meilleurs bars du monde. Et donc on va là-bas, et tout, on passe une soirée, on s'assoit au comptoir. Et là, je fais ce que je fais d'habitude, je fais des blagues, et on commence à sympathiser avec le serveur, et là... ça part en live, on boit comme des fous.
Et ça va que l'hôtel était à 2 pas, donc on est pu rentrer à pied, mais... Ou en Et, rampant, quoi. Ouais, en rampant, ça va, de manière tout à fait professionnelle et digne. Et du coup, on vient une bonne idée à David. Et comme j'ai il a- une idée comme il a de toujours. génie à 3h30 du matin, c'est de booker un Blablacar. Parce qu'il s'est dit, tiens, il y a bien moyen de rentabiliser ce trajet Ouais. retour. Ah oui, c'est bon, ça c'est le bon plan. Et vous aviez pas mis le véhicule qu'il y avait sur le... Parce que tu peux Si, on l'a mis. si, on Ça, l'a le mis. pire, c'est que j'avais précisé que c'était une 205. Mm. Sauf que Blablacar m'a joué un tour absolument drôle. J'avais mis donc Barcelone-Paris. Et Blablacar, au milieu, il te propose des villes pour t'arrêter et faire l'étape. Sauf qu'il en a proposé une, mais elle était pas du tout sur l'étape, quoi. Et moi, j'ai pas vérifié. Il était 3h du matin dans l'ivresse. Oui. Donc, Et il y avait juste un le détour lendemain, de bon, 100 km. on se réveille et tout, je fais pas attention. Et on est en train de paquer nos valises. Et il y a un mec qui m'appelle. Il fait oui, j'ai réservé pour le Blablacar. Et là, je fais ok. Oh merde, c'est vrai que j'ai fait ça. Du coup, il y a un mec très louche au passage. Ouais, un peu bizarre. Un peu louche. Avec son sac de couchage. Un sac de couchage très louche. Et il fait j'ai pour le Blablacar. Je fais, oh là, bah, vas-y, le mec, il a réservé. Je peux lui dire non, c'est pas grave, c'est sur le chemin. Et donc nous voilà à 3 dans une 205 avec Qui a un acheté mec la qu'on connaît veille, pas. qui fait un bruit pas Acheté la veille, qui possible. fait la veille. Donc vous montiez en région parisienne. Ouais, c'est en ça. région parisienne. Et on s'arrête à... Comment il s'appelle? Je sais même plus comment s'appelle la ville, mais c'est une ville qui est connue avec le viaduc de... Millau. Millau, voilà. Ah. Ça, on s'arrête à Millau. Alors c'est pas sur le chemin, il faut sortir, etc. Ouais, il y avait bien plus, il y a plus de 100 km de détour. Oui, il y avait 100 km de détour avec pas d'autoroute et il y avait des travaux. Dans une voiture dont t'as pas confiance, le voyant moteur s'allumait Ouais. un peu tout le temps. Et la tête, surtout, mais t'imagines même pas le bruit de l'échappement libre Ouais. tout le temps, constant sur l'autoroute. Ouais. Et à la fin, quand tu sortais, tu redécouvrais que t'avais des oreilles. Tu te souviens, quand Ouais. t'entendais arrêter le silence, le bord de l'autoroute te semblait silencieux. Ah ouais, non, Une c'était. douleur. Et le mec, il a réagi Et comment? le mec, franchement, un mort, un cadavre dedans, il ne Il bougeait a pas. pas bougé. plutôt cool. Ça, Ah, c'était pour le bien. coup, il a, Ouais. mais il a pas bougé de manière presque inquiétante. C'est-à-dire qu'il était là. Il s'est mis en veille. Il a une mise à jour Windows XP. Et Et Dieu sait que c'est long. il a pas bougé. Ouais, et du coup, ouais, heureusement. Et donc voilà, cette 205 a fait son trajet de retour. Bravo la 205. Donc bravo la 205 parce Sacré que numéro. putain, avec tous les bruits et les voyants que j'ai eu, c'était pas gagné. Et donc voilà, donc me voilà avec une 205 GTI. Et évidemment, bah il y a plein de trucs à refaire. Et donc ça, c'était quand même assez récent. Plutôt, j'en parlais un peu. C'était, je cherchais une. Qu'est-ce que je cherchais à l'époque d'ailleurs? Non, je venais de vendre la Fulvia. Ok. Et du coup, j'avais du cash qui dormait. Et du coup, ça, c'est terrible parce que j'ai tout de suite envie de le dépenser dans une bagnole. Et je cherchais une Focus RS, les MK1. On va arriver sur la fameuse anecdote de la Focus un peu foireuse, c'est ça? Voilà, donc voilà, c'est à ce moment-là où j'avais trouvé une Focus RS sur le bon coin. Première génération? Ouais, première génération. Et pareil, je trouvais pas. Il y avait celle-là qui était quand même bien au bon prix et bon, elle avait l'air pas mal. C'était au milieu de la France, je sais plus où, mais c'était loin quand même. Il y avait quand même 600 bornes, donc chiant. Et donc Tu prends tes précautions, t'appelles le gars. ouais, tu- je pose des questions. Elle est comment la voiture? Je vais refaire la conversation. Elle est impeccable, elle est nickel. Voilà. Alors là, moi, celle-là, j'achète 2 fois. Hein. Ouais, et puis toujours le discours du mec relou, genre oui, j'ai plein de monde dessus, ouais, faut faire le vite. classique, quoi. Plus de photos? Non. Non, pas plus. Pas de ouais, photos. La Non, voiture, j'ai pas elle que ça est à pas faire. là. La voiture, il faut- elle est nickel. La Elle est voiture, il n'y a pas nickel, de photos. Vous avez vu Soit les vous photos venez- là, les 3 photos? Bah voilà, elle est comme ça. Mais toi, t'avais tellement envie que tu t'es pas. Bah, c'est toi qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour une Il n'y a pas Focus beaucoup de RS. choix. c'est Une MK1, si t'en veux une belle, voilà, elle avait moins de 100 000 km, c'est ce qui m'avait attiré, et du coup, t'as pas le choix. Donc voilà, vas-y, j'y vais. J'y vais. Et du coup, ouais, arrivé sur place, la voiture au fond d'un hangar, pleine de poussière. Je fais, ok, bon, super, ça annonce bien. Et la voiture, mais rien à voir avec les photos. Mais rien à voir. Évidemment, il avait caché il manquait un bout de pare-choc. Alors, il avait pris tous les angles sauf celui-là. D'accord. Ouais, donc là, on est sur la malhonnêteté Ouais. pure. Voilà, pure. et ceux qui connaissent la Focus RS MK1 savent que les pièces sont très rares et très chères. Notamment le pare-choc avant, Bizarrement. bizarrement. Donc voilà, déjà très mauvaise surprise, il manque un morceau, donc c'est même pas réparable, faut juste le changer. En plus la pièce est pas disponible, bref, un autre problème. Après, je suis ok, très bien. On peut la démarrer? Oui, on peut la démarrer. Je la démarre, voyant moteur,
Bah oui. Oh, bah c'était pas. Ça avait de la couleur et tout, c'est bien quand Mais même. il me l'avait pas dit. Il a oublié, Il ça a oublié va. de le dire. Oh, c'est un petit détail. Du coup, quand je l'interroge, je fais oui, petit voyant quand même. Ah, mais ça c'est rien, c'est la sonde de température. Regardez, je vous la fournis. Enfin, il sort un petit sachet avec la pièce, et genre, tu pouvais pas le faire avant que j'arrive. Et donc, ouais, non, c'est ça. Bon, par contre, du coup, quand vous rentrez, faut rentrer avec le chauffage ouvert, sinon elle chauffe. What the fuck. Ah bon, ok, d'accord. Très Morale bien. de l'histoire, tu l'as pas acheté et t'as acheté quoi à la place sur le chemin? Alors, oui, parce que voilà, j'étais très loin de chez moi. Et vous aviez donné une voiture pour rentrer, c'est normal. Voilà, j'étais très loin de chez moi. J'étais quand même très énervé par ce vendeur. Et putain, j'ai pas envie de faire avoir fait le trajet pour rien. Du coup, j'étais avec ma petite sœur et on se posait une terrasse pour déjeuner. Et je fais les annonces et je regarde ce qu'il y a autour. Et il s'avère qu'autour, il y avait un Porsche Boxster. Un Porsche Boxster pas loin. Et je me suis dit, bon, ouais, il est pas mal, il a l'air propre. Quelle génération? C'est les premières, les de litre 5. Et d'ailleurs, ouais, j'aime beaucoup le 2 litre 5 parce qu'il a beaucoup moins de problèmes de fiabilité. Il a pas le souci de l'IMS comme les suivants. Et j'aime bien le côté vraiment le plus classique le côté Boxster classique, vraiment sans artifice, la ligne originale avec ses petits clignotants orange. Bah, ça plaira beaucoup à un gars qui s'appelle Simon Lefebvre, qui fait du podcast aussi et qui suit mon podcast depuis le début et qui cherche un Boxster. Et Je vais à vendre. Non. J'adore le 2 litre 5 et je trouve que c'est largement suffisant pour ce qu'on lui demande de faire. En vrai, si tu veux la performance, c'est pas un Boxster qu'il faut acheter. Tu peux juste donner un peu une ordre d'idée sur les puissances? Alors, c'est le D5 fait 204 chevaux. Voilà. Et pour, je crois, une tonne 3. Donc, C'est ça, Ce qui est largement suffisant. largement suffisant. Tu Ça fait l'achètes pour le son en fait. voilà, vraiment cool. décapoté, ça fait le bruit qu'il faut. C'est chouette. C'est vraiment très chouette à conduire. C'est un moteur qui est hyper vivant dans les tours. D'ailleurs, c'est parce qu'il est mort en fait. Sinon, en bas. Donc, non, c'est vraiment une super caisse. Et donc voilà, je vois cette bagnole et je vais chez le vendeur. Et là, pour le coup, bonne surprise. Et voilà, elle est vraiment propre. Et c'était le Boxster noir. C'était d'ailleurs la première voiture qu'on a vendue sur Benzine. C'est ça, voilà, c'est Voilà, c'est celle-là. la perso qui a été vendue. Donc très beau, très propre. J'ai fait, vas-y, écoute, je te le prends. C'est quand même la classe. Tu pars pour une Ford, hein, parce qu'une Focus c'est Ford. Tu reviens avec une Porsche. Ouais, le budget était le même. Le budget est le même, dire, c'est ça qui est ironique, tu vois. Et pour le coup, le Boxster, c'est une Boxster première génération, Alors, super value for ouais, car. alors par contre, je suis pas d'accord. Je trouve que la Focus RS est meilleure value au-dessus. Ah, moi aussi. Enfin, quoique. Non, je suis pas sûr. Mais pas celle-là, pas Ça se celle débat. que t'as vue. Pas celle Non, que j'ai vue. ouais. Non. Mais je suis pas sûr, tu vois. Ça se débat, mais on va pas y passer. Ouais, c'est pas du tout le même segment, c'est pas la même philosophie. Ouais, Enfin, mais on ça va a toujours vraiment- en parler argent pour si t'en as pour ton Mm. la Focus pour elle que c'est un collector, c'est sûr. Il y en a très peu. C'est clair. Il y en a Ouais. très peu. Alors, m'embarquez pas sur la Focus RS parce que je peux en parler pendant une heure. Vas-y, je vais t'aider à accélérer un petit peu. Du coup, on vend le Boxster sur Benzine. Parce que là, les auditeurs sont en train de se demander, mais est-ce qu'à un moment, on va parler de cette fameuse voiture rouge? Ouais. Oui, c'est Bah ça. oui, j'y viens. Meilleur pour la fin. Alors, je vais spoiler, je vais te gâcher une voiture pour aider un peu les auditeurs. Il a racheté après un Boxster cette année parce qu'il a trouvé que c'était quand même cool. Après, a vendu la 205 GTI. Un 2 litres 5 aussi? Ouais, 2 litres 5. Vraiment, pour les raisons que je t'ai données. Vraiment, j'ai pas eu de problème. Genre, j'ai juste Par envie d'un logique. truc qui fait un bon bruit et qui est fiable. Donc, 2 litres 5. Moi, j'ai acheté un Between. Non, je déconne. Mais c'est juste que. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah bah non, rien du tout. Et donc ouais, bon voilà comment je suis tombé avec un Boxster noir que j'ai revendu donc sur Benzine finalement peu de temps après, une fois l'été passé. Et donc j'ai pu me remettre en charge d'une Focus RS que j'ai trouvé en Allemagne. Alors là pareil, c'était un coup de poker parce que c'était je l'ai trouvé sur une annonce sur Autoscoot. Pareil, il y avait 3 photos. C'était un vendeur pro qui était en fin fond de l'Allemagne. Vraiment, fallait être motivé. Et donc c'est là que je fais un virement à l'aveugle à un pro au fin fond de l'Allemagne pour une voiture que je n'ai jamais vue. Mhm. Que je décide en plus comme un idiot d'aller chercher moi-même. Donc en louant un plateau. Il y avait, attends, si je dis pas de bêtises, il y avait 900 km pour y aller. Allez, hein. Top. Donc 1008. Voilà. Donc je demande à un pote, le pauvre, qui accepte comme un idiot aussi de m'accompagner. Donc on part. Tu lui as vendu quoi? Tu lui as vendu un voyage touristique? Voilà, je lui dis que ça allait être sympa, on allait voir du pays. On allait manger des bretzels. Voilà, exactement, on allait s'arrêter pour manger, ça va être super cool. Et ceux qui ont dit oui. Donc nous voilà embarqués. Donc arrivé sur place, heureusement, ouf, les plaines se sont alignées, la voiture était nickel. Vraiment. Elle était roulante? Pourquoi t'avais besoin d'un plateau en fait? Bah en fait en Allemagne, t'as. La voiture, tu peux sans plaque. Ah oui, sont ok. vendus d'accord. sans plaque. Ouais, exactement.
Et en vrai, si j'avais su, j'aurais peut-être fait des plaques temporaires. Mais le problème, c'est que j'avais acheté la voiture sur un coup de tête, j'allais pas faire 2 allers-retours. Donc il fallait que je la prenne. Parce que sinon, t'aurais pu récupérer des plaques temporaires, je sais pas, au Strasbourg par exemple, les cheveux passage et. Ouais. Il y a des garages qui font ça, je crois. Hein. Ouais, tu peux. Si tu t'arranges avec. C'est ça le problème, c'est que là, Après, je me suis dit, il y avait quand même 900 bornes. Je vais faire 900 bornes dans une voiture que je connais pas, qui a peut-être pas roulé depuis un moment. Ouais, c'est violent. J'ai pas envie, tu vois. Ouais. Donc, sur une moderne, tu peux le faire, mais c'est vrai que sur une. Alors que dans une 205, dans une Golf. Voilà, ça se fait. Ça se fait, quoi. Et même moi, je l'ai fait quand j'ai acheté mon Z3, j'avais 20 ans, je l'ai acheté au sud de l'Espagne, je l'ai remonté, je me suis fait arrêter 12 fois par la douane. Mais oui, ça se fait dans les voitures. Hein. Mais sur une Focus RS, il s'est dit prudence. Voilà. Donc voilà, me voilà, je ramène une Focus RS MK1. Enfin bref, c'était le jour le plus long de ma vie. Parce que je suis arrivé, je pense que j'ai dormi 2 jours de suite. Et donc Focus que j'ai toujours et que je garde parce que les bleus. elle est sortie en une seule couleur. Je sais pas. Okay. Une seule couleur. Bleu. Et il est magnifique ce disque bleu, hein, je le trouve vraiment très beau. Et vite fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que c'est une voiture qui a un look extraordinaire, qui est typique année 2000, avec l'espèce de tuning d'origine, avec les sièges Parco qui font tout sauf dans la discrétion, les jantes aux Z, vraiment t'as les commandes chromées Sparco, enfin bref, c'est une voiture tuning d'usine que vraiment j'adore. En fait c'est mon côté kéké, cette voiture. Donc et c'est simple, je la compare à une paire de baskets. C'est vraiment la voiture où t'es bien dedans, genre ça t'emmène partout, ça passe partout. Ça marche. Ouais, ça marche très fort. Ça marche. De fou. Donc vraiment, c'est la paire de basket. Ça fait combien de chevaux Ça fait 215 chevaux, mais ils ont menti parce que mes fesses me disent que ça fait plus. Bah, je me souviens, on avait fait sur route fermée, bien sûr. Voilà, on avait fait la course avec une Mégane RS 3, une Mégane 3 RS, donc de 265 chevaux. Et en vrai, il y avait 2 personnes dans la RS et moi tout seul dans la Focus. Et ça se tenait. Ouais, donc elle a la santé, quoi. Donc là, vraiment, c'est une voiture qui a un punch qu'on soupçonne pas, un châssis qui est absolument fabuleux, un look que j'adore, et en plus de ça, il y en a pas beaucoup. Ils ont produit 4500, pardon, dont plus de la moitié au Royaume-Uni en conduite à droite. Donc en conduite à gauche, quand tu enlèves toutes celles qu'on finit dans un platane ou qu'on finit rouillé, parce que ça rouille très facilement. Pas sur rouille. Beaucoup qui ont été modifiés, parce qu'il y a eu beaucoup de prépas, et malheureusement des mauvaises prépas qui ont flingué les mécaniques. Donc la mienne étant toute d'origine, vraiment c'était une perle rare. Un peu comme la Xara VTS, c'est des perles rares, tu vois. Mais j'en profite pour saluer la famille Cor, en fait, parce que un de mes meilleurs potes, sa famille, donc ses grands-parents puis son oncle, ont repris ils ont une concession Ford à Lannion. Ouais. Ils en avaient 2 avant, enfin bref, faut pas rentrer en détail. Et ils ont une fameuse RS MK1. Ah, et j'ai toujours vu cette caisse avec beaucoup de... Honnêtement, je me suis jamais tant intéressé que ça. Mais elle m'a toujours intrigué, tu vois. C'est vraiment un schtroumpf, tu vois, avec... les jantes sont extraordinaires, je trouve. Ouais. Je les trouve vraiment magnifiques. T'as la finition forte de l'époque, mais... En fait, mais tu lui pardonnes, mais pas trop. C'est ça. C'est tuning, mais pas trop. Je pense que c'est générationnel parce que tu vois, en étant moi je suis de 89, donc forcément mon adolescence c'était dans les années 2000 et c'est des voitures qui m'ont hyper influencé. Tu vois, c'était pile poil Colin McRae. Tu vois, on parlait de jeux vidéo. Colin McRae. Années 2000 comme le Boxster, et comme la Viper. Donc on en vient, d'accord. Ah, parce que t'as une Viper. Ouais, alors là, pareil. Mais qui a une Viper ? Qui achète une Viper ? Alors, qui fait ça ? En fait, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de... qui a eu pas mal de trucs et qui s'est lassé, tu vois, genre, par exemple, c'est quoi à dire, mais depuis que j'ai eu le Z4 en même temps que la Viper, et en fait, le Z4 me paraissait très fade à côté. Tu cherchais peut-être plus une citadine, quoi, c'est pour ça que t'as pensé à la Viper. En fait c'est comme je te dis que la passion s'aggrave, en fait, c'est vraiment cette maladie qui s'aggrave, c'est-à-dire que tu veux toujours plus débile que ce que t'as eu, tu vois. Donc le Z4 déjà c'était un bon niveau de débilité. C'est débile raisonnable. Mais voilà, c'était quand même un peu débile raisonnable. Il me fallait quelque chose de vraiment très débile. Et en fait la Viper c'est un amour de jeunesse. Je sais pas comment c'est venu. J'ai toujours été obsédé par la Viper, mais je te dis ça et j'avais 10 ans quoi. J'avais 10 ans que je recopiais tous les maguettes, toutes les fiches techniques de Viper. J'avais des cahiers. Tu vois, plusieurs cahiers où il y avait que de la Viper dedans, des images collées, des dessins, des trucs Viper, bref, totalement obsédé par la Viper. Et je gardais toujours un œil sur les annonces, voir comment ça évoluait, si on avait des dispos. Et c'est extrêmement dur de trouver une Viper. En fait, c'est extrêmement dur, il y en a très très peu en Europe. T'as une idée un peu du chiffre ?
En fait, au total, si je dis pas de conneries, il y en a eu 5000, il me semble, y compris les marchés US. Je parle de la génération 2, celle qui m'intéresse. Sachant qu'il y en a quand même pas mal qui ont dû finir dans les arbres parce que c'est à la réputation d'être une voiture qui est quand même Voilà, c'est une voiture qui pardonne pas parce qu'il y a 0 aide, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP, il y a quand même 450 chevaux en propulsion. Donc ça peut faire peur. Et parfois ça piège. Ça me fait peur, moi. Ouais. Donc c'est très dur d'en trouver dans notre région. Et il y a cette Viper rouge qui est arrivée dans les annonces un beau jour et qui était pas très loin. En plus une origine française, donc badge Chrysler et pas Dodge. Donc c'est une des 200. Il y en a que 200 en Europe vendues. Je pensais pas qu'il y en avait si peu. Vraiment c'est quasiment rien. Je crois qu'en Royaume-Uni ils en ont vendu je crois 50. Donc et pourtant les Anglais sont friands de ce genre de conneries. Oui, c'est vrai que c'est une connerie, on peut le dire. Ouais. Et ouais, hors marché US, ils en ont vendu 200, je crois. Donc quasiment rien. Donc ça, c'est une des 200. Surtout qu'à l'époque, ça valait quoi? Ça valait aussi cher qu'une. Ouais, j'ai pas le prix. En Europe, ça valait cher. Ça valait plus de 100 000 euros à l'époque. Quand je les regardais, je les voyais en concession. C'était au début de l'euro, c'était plus de 100 000 euros. Donc t'étais même au-dessus du prix d'une Porsche pour l'époque, vu l'inflation. C'était très cher pour. Oui. À ce moment-là, tu payais le Terrace Factor. Oui, voilà, c'était le Terrace Factor. Là, on était sur plus. Hein. Ouais. Oui, là, encore aujourd'hui. Hein. Bah, même pire maintenant aujourd'hui. Et donc voilà, pareil. Et là pour le coup, elle était au bon prix. C'était tout d'origine, super état. Et cette voiture, je l'ai achetée en 2 jours. Mais en vrai, si je voulais celle-là, c'était maintenant, quoi. C'est clair. Parce que je regardais depuis plusieurs années, il y en avait pas. Et donc cette voiture, voilà, a rejoint comme ça de jour au lendemain le garage. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est extraordinaire. C'est juste dommage que maintenant elle soit simplement dans un fond vert, quoi. Voilà, ça, donc elle n'a jamais existé. Et en 2D. Et en 2D. Mais c'est bien fait, ceci dit, j'ai regardé tout à l'heure, c'est super bien fait. Moi, je pense qu'on pourrait parler encore pendant des heures. Ouais, je vais vous poser la question quand même, que je pense sinon on va m'en vouloir, mes auditeurs. Où en est Benzine maintenant, en termes de chiffres, juste évoquer un petit peu. Et cette fameuse rencontre avec Villebrequin, parce que sinon on va bien, on t'a un peu parlé. Bah écoute, comme j'ai beaucoup parlé et je vous ai très ennuyé avec mes voitures, je pense que David, et en plus c'était son initiative, donc... je pense qu'on va peut-être parler de la rencontre avec Villebrequin en même temps, ouais. Comment j'ai rencontré Villebrequin? Villebrequin, on les connaissait pas de base, c'est-à-dire que moi, comme je dis, donc Sylvain et Pierre. Ouais, Sylvain et Pierre, ouais. Donc on les connaissait pas de base. C'est juste que moi je consomme énormément de YouTube et de réseaux, comme je dis, je suis toujours planté sur les réseaux sociaux. Et je tombais sur leurs vidéos, comme ça, je trouvais ça rigolo. J'avais regardé leur essai du Z3M. Paradoxalement, ils avaient déjà rencontré le succès sur une seule vidéo avec la vidéo où ils font le tonneau là. Le Dodan à 130 km/h. Avec la 205 là. Mais c'était leur seul hit et ils avaient 50 000 abonnés quand je les ai contactés. Ok, on est quelle année là? On est en 2018. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Ouais. Fin 2018, je pense. Et il se trouve que Sylvain s'est fait virer de son lieu de tournage qui était le garage Bosch où il travaillait. Mm-hmm. Et donc, ils n'ont plus du tout de lieu pour tourner. Et moi, j'étais au bureau avec Anthony, c'était la pause déj, et je tombe sur cette vidéo, ils expliquent qu'ils sont virés de garage, et en détente totale, coucou, si tu veux, nous on a un garage, viens. Et donc ils sont venus dans le garage, donc le fameux qui est devenu aujourd'hui le fameux fond vert. Donc il n'est pas un fond vert pour ceux qui n'auraient pas compris. Et je pense que tout le monde a compris, mais quand même. C'est quand même un sacré scoop là que tu fais. Ouais. Et donc du coup on se rencontre, ils sont tout timides, ils sont là, oui, donc on peut tourner ici quand on veut. Ouais. Et on peut dire ce qu'on veut, parce que voilà, le problème c'est que nous on parle, on a un ton un peu dérisoire, vous connaissez tous le ton Villebrequin, et on peut dire ce qu'on veut, on sera pas censuré, etc. Je vois, vous dites ce que vous voulez. Et c'est quoi le piège? Faut payer combien? Je dis il y a pas de piège. Le seul échange, c'est que je veux que tu cries benzine, enfin que tu places benzine. Ouais, de temps en temps tu places benzine. Ouais, c'est de temps en temps. Ce qui est assez logique comme deal en fait. Benzine, voilà, ça c'est y a pas d'argent, c'est tu dis ce que tu veux, tu viens quand tu veux, mais tu dis benzine dedans. Et ça marchait. Puis finalement après, au lieu que ce soit purement pro, on a commencé à rigoler, à manger des McDo, parce qu'apparemment c'est le seul restaurant que Sylvain et Pierre connaissent. Donc on mange des McDo, on a bien rigolé, c'est-à-dire qu'on partage un peu les mêmes intérêts automobiles et tout, on s'entend bien. Et en fait quelque part leur tandem il ressemble un peu au nôtre, hein, tu vois, c'est un peu ça. Je pense que c'est la bonne dynamique pour le Sylvain, c'est celui qui fait les blagues et qui fait le truc, qui est Pierre, et il surveille
et il surveille que tout fonctionne. Il était plus à la technique, maintenant c'est devenu plus un personnage de la série Villebrequin, je veux dire, oui, la série Villebrequin. Ouais, c'est vrai qu'il y a une évolution là-dessus. Il y a une évolution de Pierre, et qui est très drôle aussi, hein. Il est souvent que pour l'image de... On voit plus souvent Sylvain là, mais Pierre est très très drôle aussi. Et donc voilà, on s'est rencontrés, puis au fur et à mesure, après on a comment dire, le même intérêt. Nous, surtout qu'on avait déjà lancé notre ligne de merchandising. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous n'avez pas attendu l'un et l'autre, quand je dis l'un et l'autre, les duos, de faire cette rencontre pour lancer votre truc. Vous aviez déjà chacun dans votre domaine en place. Exactement. Et après, voilà, on a commencé à faire, comme on dit, on s'entendait bien, et nous, on avait notre marque de fringues dédiées à l'automobile qu'Anthony dessine. Et qu'on aimait bien et tout, et puis on leur a dit c'est marrant, vous avez pas de merchandising, on leur a proposé de faire leur merchandising, et on s'est entendu, et donc on leur dessine tout. Enfin, je dis c'est Anthony qui le fait, mais j'aime bien m'inclure dedans. J'aime bien m'inclure dedans parce que voilà, histoire pour qu'on croie que je fais quand même quelque chose dans Benzine. On leur dessine tout, et donc là on est encore plus travaillé en collaboration. Après bien sûr on les a aidés sur tout ce qui était cagnotte, la fameuse cagnotte, un million de dollars que personne n'a entendu parler, dont personne n'a entendu parler. Non, c'est anecdotique. C'est un projet confidentiel, voilà. Ouais, sur le multiplat. Juste, je vais faire un petit rappel pour les gens qui n'en auraient pas entendu parler. On est sur une cagnotte, on peut dire historique, parce que t'as le record d'Europe, je crois, sur les premières 24 heures, avec 300 000 euros de levée. Sur un projet qui est totalement rationnel. Hein. Oui, mais je pense que c'était un moment où tout le monde avait besoin de ça. Ouais, mais c'est exactement ça. En vrai, c'est ça, c'est fun, c'est pas prise de tête. Ouais. On va mettre 1000 projet débile, multiplat. C'est drôle, c'est dans le titre, on y va. Et c'est ça que Villebrequin propose, et tout en ayant leurs pattes, ils ont vraiment monté leur univers. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, et je respecte de fou, et c'est cool, c'est quoi là, c'est qu'on a su créer des synergies ensemble, et on va pas clairement, tout le monde nous le dit, oui, c'est grâce à Villebrequin. Bon, j'aime pas trop dire que c'est que grâce à Villebrequin, mais oui, Villebrequin nous a beaucoup aidé à développer Benzine, mais quand on a démarré, on était plus suivi que sur Facebook, par exemple, tu vois. Mais c'est cool, c'est que vous avez démarré un peu au même niveau, entre guillemets. En vrai, c'est ça, qu'on a sur deux plateformes différentes. Nous, on était très connus sur Facebook, et eux sur YouTube. Et après, Villebrequin a connu l'essor qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Mais quand on a démarré, on était vraiment au même stade de nos projets. C'est-à-dire que nous, on venait tout juste de lancer Benzine, on était là avec notre ami Paul, emploi de son nom de famille et tout. Eux, c'était pareil. Sylvain, il venait de se retrouver au chômage. Oui, je crois qu'il était même pas encore tout à fait au chômage. Ouais, non, il était, je crois, il avait pas encore reçu son premier. Oui, il avait pas encore reçu son courrier, mais il était en sursis. Ouais. Et donc, sinon, Benzine aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Benzine aujourd'hui ? Benzine, c'est quasiment 500 000 visiteurs par mois sur le site. L'année dernière, on était à 700 voitures listées. On a un taux de vente qui varie selon les mois. On est entre 70 et 80% de vente, c'est-à-dire que tout ce qu'on rentre 70, allez, dans les mauvais mois, c'est 70% de vente. Ouais. D'ailleurs, pas mal du tout. À savoir qu'il y a aussi pas mal de voitures qui sont vendues après la vente aux enchères. C'est ça. Parce que souvent on voit des voitures qui n'atteignent pas le prix de réserve, mais souvent elles n'atteignent pas de très peu, et du coup il y a une petite renégociation. C'est ça. Derrière, il y a une discussion entre l'acheteur et le vendeur, et souvent la transaction se fait après. Donc c'est pour ça que le taux est plus élevé que ce qui est encore une fois le cas aussi dans les maisons de vente. Exactement. Pour ceux qui connaissent pas, des fois on voit la vitrine du site, vous voyez pas tout le travail qui est fait derrière. C'est quand il y a écrit réserve notre mètre, réserve non atteinte, parce que je suis un petit peu américain. Ça sent ton accent. Ouais, je sais, I know. Donc le travail continue derrière, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas la vente, tout simplement, on va pas se mentir, parce que nous on est rémunéré la commission au succès. Donc si ça se vend, on prend la commission, si ça se vend pas, on prend pas la commission. Donc évidemment, on se bat comme des chiffonniers. De chaque côté, côté vendeur comme côté acheteur, pour parvenir à un deal. Puis ça permet aussi pour la transaction pour l'acheteur et le vendeur aussi de passer par le process Benzine qui est sécurisé, parce qu'on offre le paiement sécurisé. Exactement. Donc à travers le partenaire Paycar.fr, qui est une plateforme de paiement en ligne. En fait, on sécurise le paiement, les sous, en fait, les fonds sont mis sous séquestre. Donc, en fait, ils payent leur tranquillité, en fait. Ils payent pour leur tranquillité, ça doit être. T'assures que tout est ok et qu'elle est bien conforme à l'annonce, malgré tout le boulot qu'on a fait on sait jamais, c'est des vieilles voitures qu'on vend, tu vérifies que tout est cool. Si tout est cool, tu nous dis, tout est cool. Nous, on appuie sur le bouton et le vendeur est payé. Justement, par rapport à ça, parce qu'on va peut-être finir par terminer cet épisode, est-ce que vous avez des galères un peu, peut-être marrantes, justement, de ce que vous avez pu vivre avec Benzine ? Je pense que vous en avez plein. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous marquent plus que d'autres ?
Il y en a pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a pas mal de gens aussi. Des fois, bon, ça arrive, il y a des gens qui remportent l'enchère et de suite qui après nous recontactent en disant non, désolé, je vais pas donner suite. Je pensais pas gagner. Et et encore, ce qui est drôle, c'est souvent, ça nous arrive plusieurs fois que c'est souvent, c'est parce que madame n'est pas, Ah, ça c'est n'est pas drôle. contente. Donc on a toujours des longs discours de mecs qui sont un peu fait piéger et ils s'excusent, ils s'excusent avec le placement, pleine couture parce que, enfin, ils nous expliquent que leur femme a pas apprécié l'achat. Ouais. Donc vraiment c'est des situations qui sont un peu marrantes. C'est sûr. Et après, enfin, c'est marrant et c'est pas drôle, hein, parce qu'en même temps, quelque part, nous, on est obligé de prendre des frais, parce que, en vrai. C'est logique, parce que vous avez travaillé. On a travaillé et on a fait la vente. Et il y a un côté, ça nous remet au boulot, parce qu'on doit retrouver un acheteur. Ouais. On y arrive 90% du temps, on retrouve toujours un accord avec le deuxième meilleur enchérisseur ou quoi que ce soit, mais ça nous remet au boulot. Mais c'est vrai qu'on a des excuses qui sont, là encore, bon, ça se comprend, mais des fois on a des excuses qui sont incroyables. Oui, des gens, c'est vrai. Des histoires, on pourrait en faire un bouquin, quoi. Ouais, un bouquin des tops excuses insensées. C'est quoi? C'est une des mieux. Le mec pose une enchère sur une voiture, je sais plus ce que c'était. Bon, bref, il gagne à 21h, 21h22. Désolé, je la prends pas, j'en ai acheté une autre. En 22 minutes, l'homme a acheté une deuxième voiture. Il est carrément meilleur que vous. Ah bah en vrai, oui, respect, robustesse. Donc oui, non, mais d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que voilà, quand vous faites une offre, le faites pas à la légère. Hein, c'est quand même engageant, faites-le si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout. C'est pas un jeu, même si Benzine est hyper ludique en fait dans la forme. C'est hyper accessible, on a envie, c'est entraînant, mais ne le faites vraiment que si vous avez l'intention d'acheter et d'aller au bout. Et toute offre peut être acceptée. Hein. Je veux dire, bon, évidemment, si vous mettez 2000 € sur une Porsche, il y a peu de chances que ça arrive, mais des fois, on négocie. Je dis pas que ça arrive pour une Porsche à 2000 €, mais des fois, les prix peuvent être plus bas que ce que vous ne pensez, parce qu'on passe beaucoup de temps à négocier. Les vendeurs, parfois, ont des contraintes qu'ils veulent vendre. Et donc, toute offre peut être acceptée. Même la petite offre du fond, peut être acceptée. Donc, ne placez des offres que si vous êtes prêt à les honorer. Voilà, et mettez en vente des Xara VTS. Ça va arriver. Hein. Ça va arriver. On a une petite. Et puis, à chaque fois qu'on met une voiture française, ça cartonne. Je suis pas étonné du tout. On est très chauvin en France, je crois. Donc voilà, ça, les ambitions pour la suite, c'est conquérir le monde. T'anticipes. J'allais finir là-dessus. Tu vois, j'allais te dire. À la base, je voulais vous poser la question, quel est l'auto qui vous fait rêver? Le truc, c'est qu'on va partir pendant 10 ans, je pense, parce qu'il y en a pas qu'une. On peut le faire super court, si tu veux. C'est vrai? On peut la tenter. Mais... Anthony, tu peux le faire super court aussi? Ouais. C'est vrai? Ouais, bon, allons-y. Moi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais une Wiesmann VF5 GT. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure. Parce que V10 dedans et parce que carrosserie est unique et rare. Voilà. Incroyable. Et ben moi, V10 aussi, c'est la Diablo SE30 en violet. Ça, c'est une sacrée caisse. Tu vois, celle-là, je m'y attendais pas. Ouais, pour moi, c'est celle-là, c'est le Graal. Tu remarqueras qu'il y a un petit côté débile conservé. Oui, on est sûr. Totalement. Mais tu gardes la Viper? Ah oui, évidemment. Oui, bah oui, c'est logique. Deux citadines, parfait, impeccable. C'est pour la semaine. C'est pour l'économie. Et donc, pour revenir, justement, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est répliquer le modèle français qu'on a réussi à monter et qui est prouvé et qui fonctionne à d'autres pays. Et l'Europe de l'Est qui arrive pas mal. En fait, à chaque fois, on recrute quelqu'un qui s'occupe de développer le pays. Qui s'occupe de développer le pays ou la région. Parce qu'il y a une culture particulière. Parce qu'il y a une culture particulière, parce qu'il faut, c'est vrai qu'il faut vraiment bien connaître les marchés spécifiques et une personne ne peut pas connaître tous les marchés, c'est pas possible. Et dès qu'on aura réussi à conquérir l'Europe, promis, on ouvrira ce bar qu'on voulait avec vous. Vous pourrez amener toutes vos voitures achetées sur Benzine ou non. C'est ça. Et on mangera plein de saucisses. Dans un environnement Covid-friendly. Je serai le premier à être à cet endroit à ce moment-là. Ramène ta Xara VTS. Inch'Allah. Mais en tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est de continuer à vivre de votre passion, parce que c'est aussi ça, si on s'y résume assez sommairement. C'est que maintenant vous arrivez à vivre de votre passion, et c'est déjà incroyable. Ouais, c'est un luxe. C'est incroyable. Alors, pour tous ceux qui se posent la question, on n'est pas riche. Hein. Voilà, c'est ça. Non. Calmez-vous. mais on arrive déjà à survivre. T'es pas riche financièrement, mais t'es riche de bien d'autres choses. Enfin, tu te réveilles tous les matins, on en parlait au début de podcast. Enfin, c'est même plus un podcast, là, c'est un film qu'on vient de tourner. Enfin, tu te réveilles tout le matin avec le beau moqueur, quoi. Ouais, non, clairement, c'est l'objectif. Enfin, c'est vraiment, c'est ce qu'on je regrette pas, hein, forcément. Voilà, encore une fois, Benzine, c'est un projet qui est plaisant. On a vraiment envie d'offrir un service et voilà. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien et en espérant que. Et c'est sûr que ça va continuer, j'en suis persuadé. En tout cas, les gars, merci beaucoup.
C'était trop bien de tourner cet épisode avec vous. Bah écoute, merci, Merci à toi. Yann d'être venu. Des bagnoles, que l'année soit bonne à ce niveau-là. Et faites vivre l'automobile, lancez des Ouais. boîtes, faites des trucs, faites C'est des clair. films, faites des podcasts, faites des vidéos, faites Il y a tellement moyen de... des trucs. On va pas se faire, on va pas tout, on finira tous en électrique. Mais, et c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est cool les voitures électriques. Mais, en attendant, tant qu'on le peut, faisons vivre ce petit monde qui est bien plus que des machines et qui permet de se réunir dans une salle approximative avec des micros et parler. Je me fais une conclusion nickel. Les gars, à bientôt. Ciao. Ciao Yann. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est RB Thomas qui écrit « Super podcast, les invités sont très variés mais tous très intéressants. Ils permettent d'aborder plein d'angles différents de l'automobile. Vraiment très enrichissant. Force à toi et continue, je ne peux que recommander ce podcast. » Bah écoute Thomas, merci beaucoup. Effectivement, je suis content que tu le soulignes parce que c'est un des buts de ce podcast que de montrer une certaine diversité dans les profils et dans les visions de l'automobile et pas forcément aller chercher les profils les plus attendus. Donc ça fait vraiment plaisir que tu soulignes et encore une fois, merci beaucoup pour tous vos messages. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.